va parler aujourd'hui mobilité électrique, recharge dans l'espace public. Alors, on est ravis de traiter ce sujet. On a parlé parce que c'est un sujet qu'on a peu traité lors des conférences du Grand Circuit. Donc, c'est une première et c'est super qu'on soit avec vous. Allez, commençons cette conférence avant de faire un petit tour de table de présentation. J'avais un chiffre à vous soumettre qu'on n'a pas préparé. Hein, c'était pour vous prendre un peu à froid. Est-ce que vous savez ce que c'est 38,9 millions? Je parle pour le public aussi dans la salle. Est-ce que vous savez ce que c'est? Il y a quelqu'un qui sait? Ah ben voilà, ben oui, vous connaissez ça, effectivement. C'est le nombre de véhicules qui sont en circulation en France. Et on peut donner un autre chiffre, c'est l'âge moyen des véhicules, c'est 10,8 ans. Donc c'est assez. Quand j'ai sorti ce chiffre-là, j'étais un peu étonné sur l'âge moyen. Voilà, mais vous connaissiez effectivement ce chiffre. Alors peut-être commençons par un tour de table de présentation. Qui vous êtes, qui vous représentez? Je vous laisse commencer, Rachid. Voilà, avec le micro. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Rachid Limer, je représente la société Radian. Donc la société Radian est une société qui est spécialisée dans la vente, la distribution, la fabrication de bornes de recharge AC et DC. Nous sommes installés aujourd'hui en France depuis 4 mois. Cette société est une société chinoise, donc la fabrication, le développement se fait en Chine. Et aujourd'hui, on a une équipe européenne, on est installé en Hollande, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, au Portugal et récemment en France. Voilà, on y reviendra. Merci, Rachid. Hugues. Bonjour, donc Hugues Marchand, moi je représente le groupe Mahle. Mahle, c'est un équipementier allemand. Donc on travaille principalement avec les constructeurs. Et donc moi je suis responsable de la filière Charge Big et le développement commercial en Europe. Donc Charge Big, c'est penser la recharge de la manière la plus simple possible et déployer au plus grand nombre. Voilà. Ensuite, Pascal. Bonjour à tous, Pascal Goffin pour la société Indigo. Je suis directeur technique de l'entité qui vient d'être fraîchement créée, e-mobility, donc en charge des mobilités électriques, comme le nom l'indique. Nous allons internaliser notre expertise sur l'exploitation des bornes de recharge que nous déployons dans les parkings publics que nous exploitons. Merci. Alain. Alain Roland, je suis le fondateur de Station E, que j'ai créé en 2018. Et nous déployons des stations dites multiservices partout sur le territoire français. Voilà. Et enfin, Antoine. Bonjour, je suis Antoine Herteman, le président de l'AVER France. L'AVER France, c'est en 2 mots l'association professionnelle pour le développement de l'électromobilité, avec 260 adhérents qui représentent tout l'écosystème, des producteurs d'énergie aux producteurs de véhicules, en passant évidemment par les constructeurs de bornes, les opérateurs, les équipementiers, les collectivités, et j'en oublie. Donc notre rôle, c'est évidemment de faire la synthèse de tout ça, et quand on donne des avis, ce qui est notre rôle, des études ou des positions, ce n'est pas du tout la mienne, c'est bien celle de l'ensemble de l'écosystème. Deuxième rôle de l'AVER, on va y revenir, c'est piloter et gérer le programme de subvention pour les infrastructures qui s'appelle Advenir. Voilà, merci Antoine pour ces précisions. On est ravis de vous avoir avec nous parce que c'est la première fois, ce cycle de conférences est co-organisé avec l'AVER. C'est la première fois que vous êtes dans le grand circuit, hein, sur la scène en tout cas. Antoine, alors pour commencer, on avait dit que ce serait bien de faire un petit tour d'horizon des évolutions réglementaires et nous donner quelques chiffres clés. Voilà, donc je vais vous passer la zapette pour... Merci. Oui, on va commencer par quelques chiffres clés pour cadrer, même si on en a déjà eu un avec les 38,9 millions de véhicules particuliers qui circulent en France. Donc, 2 mots, parce que ça fait partie des rôles de l'AVER, de publier des baromètres qui sont normalement la référence, et certains en partenariat avec les pouvoirs publics ou les acteurs principaux. Nombre de recharges publiques. Justement, celui-là, il est commun avec le ministère, à peu près 147 000, et en croissance, je vais vous en parler tout à l'heure. Son évolution, vous la voyez ici, 36% sur les 12 derniers mois. On donne aussi les questions qui intéressent le grand public. C'est bien d'avoir des bornes publiques, mais est-ce qu'elles marchent? Donc, on a un taux de disponibilité qui va évoluer.
qui est déjà une première indication, mais si j'ai le temps, je vous parlerai de son évolution pour la rendre encore plus orientée utilisateur. Et puis, si on donne la statistique, 218 points de charge en moyenne pour 100 000 habitants, l'élément qu'il faut avoir en tête, c'est les infrastructures de recharge, qu'elles soient publiques ou privées, la politique à laquelle on essaye de contribuer, c'est d'avoir toujours un cran d'avance ou un pas d'avance par rapport au développement du marché des véhicules électriques. Vous voyez l'horizon 2030, 400 000 points de charge. Il correspond à un parc de véhicules à batterie ou hybride rechargeable qui devrait être entre 6 ou 8 millions. Parlons justement des voitures. Surtout en ce moment où une des modes, c'est de dire « Oh, ben, ils ne vendent plus de voitures électriques, plus personne n'en veut. » Ce n'est pas tout à fait vrai. Vous le voyez ici, depuis le début de l'année, si on prend les véhicules particuliers et utilitaires légers, ça fait un peu plus de 206 000. Soit 15% de part du marché correspondant, du marché toute marque, et en progression de 8% par rapport à 2023. Alors certes, on était plutôt habitué à des progressions à 2 chiffres. Il y a des explications techniques dans lesquelles je vous fais grâce de rentrer entre les changements de réglementation pour les bonus et les opérations de leasing qui ont pu fausser après le marché automobile. Et le marché automobile, c'est quelque chose de très fragile. Juste un mot, les 8% sont à rapprocher d'une stabilité du marché automobile français par rapport à 2023. Donc on peut dire que le véhicule électrique est en progression, alors que le véhicule tout type confondu est à peu près stack. Voilà, c'est exactement ça. Et si on prend l'ensemble des voitures, alors électrifiées, dans électrifiées, on met les véhicules à batterie, les véhicules hydrogène et les véhicules hybrides rechargeables. Autrement dit, dans notre définition, c'est toute voiture qui peut se mouvoir sans avoir recours à un carburant fossile. Donc on est à un peu moins de 2 millions. 2 millions à rapprocher des... Alors si on prend les véhicules utilitaires et pas cher, disons, allez, on va agrandir, c'est plus simple, 40 millions. Donc vous voyez que certes, on peut dire ça progresse, on est 15% de part de marché sur les véhicules neufs, mais on est à peine à plus de 2% du parc. Donc on est encore très loin de... Pardon, 4% du parc. Donc on est encore très loin d'avoir l'ensemble des voitures circulantes qui sont électrifiées. Un point important que je souligne tout le temps, c'est le véhicule d'occasion. Il faut savoir que 6 particuliers sur 7 en France achètent leur voiture d'occasion. Le vrai enjeu de la démocratisation de la voiture électrique, ça sera le succès du marché de l'occasion. Donc, on vient de créer un baromètre en partenariat avec Mobiliance, donc les professionnels des services automobiles. On l'a créé en avance parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de transactions. Vous voyez, 2% des transactions de véhicules d'occasion sont des véhicules électriques à batterie. Donc, c'est rien du tout. Mais c'est en croissance et surtout, on sait qu'en 2025, cela va être essentiel. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le suivre et regarder de manière à ce qu'il se passe bien et qu'on ne crée pas de mise en danger de l'ensemble du marché. Voilà pour les chiffres. Ensuite, la partie réglementaire. La partie réglementaire, j'ai juste mis 2 points particuliers, sachant que vous êtes des spécialistes ou que sinon vous avez l'ensemble des informations disponibles sur les sites de l'AVER. Donc, le règlement européen AFIR qui est maintenant en vigueur, vous le voyez, il concerne principalement les modes de paiement. Donc, je ne lis pas le slide, mais vous voyez qu'une des grandes novations, c'est le paiement par carte avec obligation de rétrofit d'ici 2027 pour les stations supérieures à 50 kW, donc les stations DC de charge rapide et ensuite celle du dessus hyper rapide. Pour préciser, rétrofit pardon, c'est remise au goût du jour, donc réalignement. Ouais. Oui. Et l'autre point, je pense, qui est important, qui est issu de la fameuse loi LOM, c'est qu'à partir du 1er janvier 2025, pour
les emplacements de parking recevant du public, eh bien, vous avez un ratio de 20 emplacements, de 1 point de charge tous les 20 emplacements. Voilà un panorama rapide. Voilà, merci pour cette premier tour d'horizon. Mais justement, vous faites la transition sur les parkings publics parce que Pascal, vous êtes sur les parkings Indigo. Et donc, on voit, j'imagine, votre métier qui est en train d'évoluer. Vous en êtes le témoin. Et comment est-ce qu'il évolue justement? Merci, oui. Quelques mots sur l'activité d'Indigo. Donc, nous sommes... pardon, Antoine, si je peux prendre la télécommande. Merci. Quelques mots sur l'activité historique d'Indigo. Donc, nous sommes opérateurs de parking public dans le cadre majoritairement de délégations de services publics. Donc, il s'agit bien ici d'un espace public et du domaine public que nous gérons. Nous sommes présents dans 10 pays dans le monde et nous exploitons à l'échelle mondiale 1,4 million de places de parking. Donc, effectivement, quand on parle de la LOM, qui bien entendu ne s'applique qu'à la France, ça peut rapidement représenter des enjeux d'équipement assez importants. Nos différentes activités, c'est historiquement le stationnement en ouvrage, mais pas seulement. Alors, par ouvrage, j'entends les parkings en sous-sol, les parkings aériens ou les parkings extérieurs. À ce jour, nous avons 4500 points de charge en exploitation. Évidemment, nous proposons des services de stationnement élargis aux véhicules de roues motorisés, les motos, mais également des places dédiées au remisage des vélos par des emplacements sécurisés. Nous exploitons également des zones de stationnement en voirie et donc là directement à proximité des trottoirs et des centres de ville. Et enfin, nous proposons d'autres usages et d'autres usages alternatifs de ces espaces qui sont en plein centre-ville et qui libèrent de la place pour les citoyens par la mise en place de services de stockage, de self-stockage, des espaces de stockage, des plateformes logistiques, des plateformes de livraison du dernier kilomètre. Et ce genre de service a tout son sens dans le panel de ce que peut offrir une ville à ses administrés pour faciliter la vie et permettre un usage confortable de la ville tout en continuant de jouir de l'espace extérieur qui n'est pas pollué. Nous nous revendiquons donc créateurs d'un espace pour une ville apaisée en mouvement. C'est notre raison d'être et c'est comme ça que nous proposons une exploitation, je dirais, améliorée du domaine public. Pour la partie française, 195 villes, 950 km de voirie et 470 places de stationnement en ouvrage, exploitées dans 650 parkings. Et les 4500 points de charge aujourd'hui sont répartis dans environ une centaine de villes. Dans l'aménagement des centres-villes, nous sommes également créateurs. Nous pouvons construire pour les villes des parkings et nous gérons des chantiers de construction. C'est l'illustration à gauche. Aménageurs, parce que nous déployons de nouveaux services et nous équipons les ouvrages disponibles pour élargir le panel de services disponibles en centre-ville. Nous sommes évidemment historiquement exploitants et donc gestionnaires de la relation avec les usagers et les administrés pour leur apporter le meilleur service possible. Et puis bien évidemment mainteneurs, puisque nous pouvons porter pour les villes des investissements de remise à niveau, de remise en conformité des différents ouvrages qui nous sont confiés dans le cadre des délégations de services publics. Pour en venir à l'activité de recharge, effectivement, le métier évolue. Nous sommes un acteur incontournable puisque présent dans les centres-villes. Et se pose donc la question, aujourd'hui, le service de recharge, où peut-on le déployer? Nous sommes convaincus qu'il faut continuer de proposer un service dans les espaces qui sont quotidiennement utilisés, c'est-à-dire les centres-villes, le milieu urbain. Ça va favoriser l'adoption du véhicule électrique et plus les véhicules électriques vont être mis sur la route, plus on va se retrouver avec des utilisateurs qui fréquentent les parkings équipés de voitures électriques. Par définition, pour se recharger, il faut stationner. Et le meilleur moment pour se recharger, c'est tous les temps de stationnement, les temps masqués, c'est-à-dire quand vous allez chez vous, quand vous êtes au domicile, quand vous allez au bureau ou quand vous vous rendez à un rendez-vous, à une sortie, faire des courses, un rendez-vous professionnel et ce genre d'activité de loisirs. Se pose alors la question des meilleurs emplacements pour déployer des bornes de recharge. Bien évidemment, il y a la voirie, mais l'espace est assez limité et bien souvent, les villes essayent d'en faire d'autres choses. On a vu dans les périodes de Covid les agrandissements de terrasses qui prenaient des espaces sur les places de stationnement en voirie. Ça nécessite bien souvent des travaux importants parce qu'il faut amener des réseaux et c'est assez complexe
de pouvoir déployer des bornes de recharge en ville, mais on en parle peut-être après. Et ça génère du coup dans les périodes de travaux quelques nuisances pour les riverains. Alors que dans l'offre de stationnement d'Indigo, évidemment, on a déjà des infrastructures qui s'y prêtent, on a déjà des équipements techniques. On contribue à libérer l'espace en ville aux autres utilisateurs et aux autres usages. C'est pratique, on a l'habitude d'aller dans les parkings quand on se rend quelque part, et c'est accessible puisque les parkings sont configurés de façon à pouvoir rendre le meilleur service pour les usagers des parkings. Voilà. Comment vous gérez, on va mettre le micro, comment vous gérez, merci Benjamin, l'aspect voiture ventouse? Vous savez, c'est la voiture qui vient se stationner et qui se met sur une borne et puis après qui bouge plus. Alors, on a 2 catégories de voitures ventouses. La première catégorie qui est la plus facile à adresser, c'est le véhicule qui s'est branché pour se recharger. Et aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution pour inciter au civisme qu'un enjeu financier. Donc, on joue sur le tarif et on pénalise, je dirais, financièrement les clients qui restent stationnés et en recharge au-delà de ce dont ils ont besoin. Le sujet le plus complexe pour nous, opérateurs privés, à régler, c'est le véhicule ventouse qui ne fait pas l'effort de se brancher, qui ne démarre pas sa session de recharge, qui soit en véhicule électrique et évidemment en véhicule thermique. Dans ce cadre-là, le panel réglementaire est très léger pour nous. Les parkings sont délégués et donc nous n'avons pas le pouvoir police et la police n'a pas la possibilité d'intervenir. Et donc nos villes qui nous délèguent la gestion des parkings doivent prendre des arrêtés municipaux pour permettre d'étendre la compétence police à la police municipale. Et dans ce cas-là, sur des signalements, on peut avoir le soutien des forces de l'ordre qui viennent verbaliser dans le parking, et constater ces stationnements gênants. Des choses qu'on fait également, par exemple, pour les places PMR, qui ont très longtemps été la cible parce qu'à proximité des ascenseurs très proches, plus larges, plus lumineuses, ont très souvent été prises d'assaut par les utilisateurs de véhicules traditionnels. Donc, qui non soumis à la mobilité réduite. Ça a été très compliqué de les chasser de ces places et on doit désormais faire le même effort d'explication et de pédagogie auprès des utilisateurs de véhicules qui stationnent sur ces places équipées de bornes de recharge qui sont donc dédiées à la recharge du véhicule électrique. Merci à vous. Alors, on va continuer le tour de table comme ça. On vous présente, on va faire à peu près 2 tours de table aujourd'hui. On continue avec vous, Alain, parce que quand on a préparé cette conférence, vous nous avez dit, oui, le modèle économique, on le voit, hein, les modèles économiques évoluent, il faut adopter des nouvelles offres, ça bouscule le marché. Et vous êtes parti sur un principe en disant, ça va être gratos, ça va être gratuit pour l'utilisateur. Et donc, on est en train de déployer des infrastructures dans ce cadre-là. Et donc, ça serait bien que vous nous expliquiez comment vous comptez faire. Bon, d'abord, dans Station E, on a évidemment on est financé par la Banque des Territoires, des fonds d'investissement. Notre métier, c'est de déployer des infrastructures de recharge électrique, mais pas que, donc mettre du multiservice. Je vais d'abord parler de la vision de la société sur sa contribution à la transition. C'est d'abord considérer qu'il n'y a pas une mobilité, mais des mobilités. Et avec une deuxième contrainte, c'est qu'il faut absolument que les charges électriques soient à des prix qui soient pour tous les budgets. Et aujourd'hui, c'est un petit peu divers. Donc, notre objectif était de déployer des stations sans que ça coûte rien aux collectivités ni aux propriétaires fonciers, donc faire un investissement contre tiers investisseur, et 2, d'avoir des charges à des prix très raisonnables. Et pour faire cela, il fallait amener d'autres services. Oui. Est-ce que sur l'espace public, là je parle peut-être pour Antoine aussi, mais est-ce que sur l'espace public, du coup, il y a des endroits où c'est très cher pour se recharger aujourd'hui? Il y a beaucoup de réseaux en France, donc les prix varient d'abord en fonction de la lourdeur des investissements de départ, puisqu'il y a des chargeurs ultra rapides qui coûtent quand même de l'argent, on se charge plus vite, donc c'est normal que ce soit un peu plus cher. Moi, mon objectif, c'est surtout de faire en sorte qu'on se charge sans y penser. Donc nous, on n'est pas sur les autoroutes, par exemple, on va plutôt dans les banlieues des grandes villes, jusque dans des zones peu denses, sur lesquelles on a un modèle économique qui fonctionne, et on a des collègues, des sociétés, des grandes sociétés qui font des charges ultra rapides à la fois sur les autoroutes ou qui vont dans les centres-villes des très grandes villes et qui permettent aux utilisateurs d'utiliser notre carte et d'aller chez eux comme chez nous. Moi, ce que je voulais expliquer, c'est que d'abord, où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on sort une station par jour. Donc tous les jours, il y a une station. Alors une station, c'est quoi? C'est une station avec évidemment un ou plusieurs chargeurs. Mais on démarre toujours avec un premier, voire 2 chargeurs, en espérant aller le plus vite possible pour contribuer aux 400 000 points de charge, avec un objectif de
10 000 stations à l'horizon 2030. Alors, 2030, 2031, c'est surtout une question d'industrialisation du process. On veut passer de 1 station par jour aujourd'hui à 8 stations par jour pour mailler tout le territoire. Puis à droite, là, vous voyez un peu où on se situe. On a commencé grâce au conseil du préfet Vuibert à l'époque, qui m'avait dit va dans les Hauts-de-France et va dans le Grand Est parce que c'est des régions qui en ont besoin. Donc ça, c'est l'objectif de Station E. Et ce qu'on fait, c'est que on vient mettre dans les villes des stations multiservices. C'est quoi? On a d'abord cherché à répondre aux besoins essentiels de vous et moi. On veut se déplacer pas cher, donc on veut avoir un carburant électrique pas très cher. On veut ensuite on veut être connecté. Tout le monde a, j'imagine ici, un smartphone, ou alors par mon père qui est très vieux, lui, on n'en a pas, mais donc on a tous envie d'être très connectés. Les véhicules vont être connectés partout, parce qu'il y a quand même presque 38,9 millions de véhicules qui finiront bien un jour par tous être connectés. Ensuite, on a besoin de services de proximité. On voit dans des petites villes, des moyennes, voire des villages sur lesquels, vous voyez ici un exemple avec un casier pick-up. Ça peut être du Amazon, du Vinted. Et puis, enfin, on a de la donnée à partager. Donc, notre métier, c'est d'aller voir les collectivités, d'aller au-devant des propriétaires fonciers et de leur dire que nous, on participe au maillage territorial, on fait de l'investissement pour créer de l'économie de l'emploi. Et évidemment, on est un opérateur électrique qui fait partie de notre panel. Donc, on est un peu différent de nos collègues, mais on est un humble contributeur du sujet. Ensuite, on fait des partenariats. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on l'a ici, ça, je ne vais pas faire de la pub, mais c'est un des partenaires. Et puis, on a évidemment signé avec tous les grands industriels qui, eux, cherchent aussi à aller dans les collectivités pour aller implanter leurs services. Je vous prends l'exemple du haut débit avec les opérateurs mobiles que vous connaissez, mais aussi des sociétés, des start-up qui font des capteurs de pollen, d'autres qui font des détecteurs de voitures ventouses de l'école centrale. Et donc, on cherche comme ça à créer un écosystème et d'équiper petit à petit nos stations. Merci pour ces éléments. Alors, on avait parlé également du plug and charge, c'est-à-dire que vous voyez le marché aussi qui va évoluer avec le véhicule qui est vendu avec son forfait de recharge. Alors, ce que je veux ajouter, c'est qu'on a aussi beaucoup observé la façon dont les gens se chargent. Donc, sur les zones dont je parle, par exemple, on a un chiffre sur des dizaines et dizaines de milliers de sessions. Quand une personne vient, en général, sa batterie est chargée à 37%. Voilà, c'est 1%. Donc, c'est à peu près un peu plus d'un tiers. Et donc, on sait qu'il reste à charger dans une voiture qui fait environ 64 kWh aujourd'hui, 70, qu'en 1 heure, quand elle va s'arrêter naturellement, faire des courses, du sport, etc., il n'y a pas besoin de mettre des superchargeurs, puisqu'on ne veut pas lâcher son poisson et aller se débrancher. D'accord, on va rester, on va faire ou un match de tennis ou ce genre de choses. Et donc, effectivement, on a équipé nos stations de chargeurs qui sont adaptés à la situation, mais surtout, nous, on cherche à aller là où on n'a pas besoin d'y penser et on se charge à l'occasion. Deuxièmement, la vision que moi je porte, c'est pour ça que j'ai créé la société, c'est qu'on aura une voiture avec des kilomètres comme on a un téléphone avec des gigas aujourd'hui, tout le monde est habitué. Une voiture, c'est comme un smartphone, mais qui roule. Et en fait, on partira de chez le constructeur. Récemment, on a vu des offres chez quelques constructeurs étrangers où ils disent, vous avez une voiture, on vous donne 100 000 km. Et donc, ça veut dire qu'on ne va plus payer. En fait, on paye dans la voiture. C'est comme chez le constructeur américain que vous connaissez. On a acheté une voiture à un certain prix et évidemment, il vous donne la gratuité du service derrière. Donc, il y aura une perception de gratuité qui n'est pas vraie, mais c'est très simple. J'ai acheté ma voiture, je ne me pose plus la question, elle va m'emmener ou je vais aller sur des chargeurs dans lesquels je brancherai ma voiture. Et puis, derrière, ça se fera tout seul. Et enfin, sur les paiements, on a constaté qu'il y avait à peu près un quart de paiement par carte de crédit, c'est-à-dire que sur les fameux TPE, nous on met des TPE partout, même en dessous de 50 kW, mais le TPE, il est quand même intéressant parce qu'on constate que même sur ces petits chargeurs, il y a des personnes qui ne veulent pas de badge et donc qui préfèrent le paiement. Nous, on a nos badges à nous qui sont à peu près 35 à 40% des paiements et on a tous nos collègues que vous connaissez, des cartes très connues qui viennent aussi chez nous, on appelle ça du roaming et ils viennent se charger. Donc voilà la répartition des paiements, le statut de la batterie et pourquoi on met des chargeurs plutôt de moyenne puissance. Voilà, donc il va y avoir plusieurs modèles qui vont coexister au début, et puis après, Oui. on va voir comment ça va évoluer. En tout cas, il faut offrir les différentes solutions finalement à l'usager, notamment pour le paiement. Alors Hugues, on s'était dit que ça serait bien aussi de voir les évolutions techniques. Là, on va parler de la borne de recharge, puisque sur l'espace public, avec vous, Hugues, et puis ensuite Rachid, les évolutions techniques qu'il y a sur les bornes, notamment, parce qu'on a parlé, il faut massifier, notamment sur les grands espaces et les grands parkings. C'est quoi les solutions qu'on a aujourd'hui? Oui, tout à fait.
Donc, au sein du groupe Maleux, nous, on vient vraiment du côté automobile. Nos clients, ce sont les constructeurs automobiles eux-mêmes. Et en particulier, ce qu'on fournit beaucoup, ce sont les chargeurs qui sont embarqués dans les véhicules. Donc, on est de l'autre côté, on va dire, de la prise. Et donc, depuis 4 ans, on a lancé cette activité de recharge en proposant des solutions de recharge, mais en y appliquant notre vision des travaux qu'on fait avec nos constructeurs pour les véhicules qui vont sortir dans 3 ans, dans 5 ans, dans 8 ans, des besoins, des évolutions du marché, de nouvelles technologies. Par exemple, c'est la petite photo dans le cadre en bas à droite, les chargeurs sans fil avec des plaques à induction qui sont noyés dans le sol. Et le véhicule vient se positionner, se recharge de lui-même. Donc ça, typiquement pour des places PMR ou des véhicules autonomes. Ça marche, ça existe ça aujourd'hui? Oui, ça existe aujourd'hui. Il y a même une rue à Paris où on peut se charger en roulant, avec ce type de technologie. Alors, elle est où cette rue? Parce que là, c'est dans le 16e, mais je pourrais vous donner le nom. Oui. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on propose ici, c'est des charges statiques à l'arrêt. Et ce système peut fonctionner de manière bidirectionnelle. Donc ça, c'est un peu pour vous donner les visions où on va. Donc nous, on propose tout un scope de produits. Et pour vous dire, donc, le groupe Maleux, c'est 72 000 employés, c'est 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'activité IRVE, je vais passer sur le slide d'après, c'est beaucoup plus petit. On a démarré en 2022. Aujourd'hui, on a à peu près 2400 points de charge. Pour donner quelques informations. Et on a commencé notre activité en Allemagne exclusivement, principalement avec des entreprises. Et naturellement, on a développé cette activité vers le plus grand nombre, vers des aéroports, par exemple, vers des parcs de stationnement assez importants qu'on va retrouver autour des gares ou des choses comme ça. Et donc notre idée, pour répondre aussi un petit peu au constat que vous faisiez tout à l'heure sur, premièrement Antoine, sur le besoin d'augmenter le nombre de points de charge. On parlait de 150 000 points de charge installés aujourd'hui. Un besoin d'en installer 400 000 d'ici 2030. À l'échelle européenne, je dois avoir un slide où j'ai mis ça, j'ai mis plus loin. On verra, c'est beaucoup plus. Et on a aussi des ressources limitées en termes de personnel pour faire les installations. Donc on a essayé de trouver des solutions simples pour aller vite et en déployer un plus grand nombre. Et pour répondre à l'autre question sur les véhicules ventouses, nous on a considéré que les véhicules ventouses, ce n'est pas un problème. Je vous expliquerai pourquoi. Mais on s'est dit, surtout dans les entreprises, en fait, demander aux gens de se déplacer, ça crée que des tensions. Donc notre idée, on a dit les gens s'installent, ils ont une prise, ils se rechargent. Quand le véhicule est fini, ils restent, ils stationnent. Et c'est pas grave. Leur charge n'est plus utilisée et on passe à charger quelqu'un d'autre. Et pour faire ça, il faut déployer des solutions qui soient peu onéreuses. Et donc nous, on est parti dans le principe de ne pas faire de bornes, simplement des prises. Voilà. Donc on multiplie des prises, beaucoup d'une prise. Et notre recharge est centralisée dans une armoire. Voilà, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Voilà. Merci. Donc on va voir comment ça fonctionne tout à l'heure. Oui, c'est plus facile de déployer des prises que de déployer des bornes, bien sûr. Merci à vous. Alors, Rachid, pour continuer, on s'était dit, ça serait bien quand même le public. Il y a des spécialistes, hein, je les connais dans la salle. Il y a des spécialistes sur les bornes, mais il y a aussi des collectivités qui nous regardent, qui ne connaissent pas forcément tous les systèmes qui existent. Et on s'était dit que ça serait bien d'avoir un état des lieux un peu des différents types de bornes qui existent, à quels usages elles sont appliquées. Voilà. Bien sûr. Donc, bonjour. Pardon. Oula. Donc, bonjour tout le monde. Donc, nous, notre société Radian, c'est une société qui est spécialisée dans la vente, la distribution et la fabrication de bornes de recharge. Comme l'ont dit mes collègues, donc on est aujourd'hui actif non seulement sur les bornes de recharge AC, dites à courant alternatif, ou les bornes de recharge DC, dites
courant continu. Donc juste, bon, je ne vais pas vous faire un cours, mais juste pour vous dire qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a deux types de bornes de recharge. Les bornes de recharge AC avec un courant alternatif qui sont essentiellement utilisées en résidentiel ou en public, comme l'a dit Alain tout à l'heure. Donc, c'est des recharges qui sont lentes, qui ne sont pas rapides. On peut les trouver en résidentiel, donc chez des particuliers, sur des parkings, sur des places publiques. Et nous avons aussi les bornes de recharge DC qu'on peut éventuellement, alors cela c'est surtout dans les parkings publics, là où les personnes veulent charger vraiment rapidement, ou surtout dans les stations de service qu'on trouve sur les autoroutes. Alors là, les gens sont un petit peu plus pressés et ils veulent charger plus rapidement, contrairement à ce qu'a dit tout à l'heure Alain, par rapport à la personne qui veut faire ses courses et charger lentement et prendre son temps pour faire les courses. Donc voilà un petit peu grosso modo aujourd'hui sur le marché les différents types de bornes qui existent. Donc je vous ai juste mis une image sur l'ensemble des bornes aujourd'hui que la société Radiant peut fournir sur le marché français mais aussi international. Donc les 4 premières sur la gauche, ce sont des bornes de recharge AC. Donc on a des bornes de recharge pour le résidentiel, le semi-public et le public. Et nous faisons aussi des bornes de recharge DC qu'on appelle fast charger, donc qui chargent vraiment rapidement. Voilà. Donc, Là, voilà. je vois aussi des choses, là, vous avez... Alors, ça, c'est des batteries, donc ça, c'est des batteries, c'est vraiment plus... J'aime bien toujours poser la question sur ce que... Alors sur ça, ce c'est qu'on beaucoup plus technique. Ouais. Aujourd'hui, il y a une demande qui commence à se mettre en place sur le marché européen. Ouais. Ce n'est pas la première demande aujourd'hui qu'il y a sur le marché, mais c'est surtout les bandes de recharge AC et DC. Par contre, les batteries commerciales batteries, c'est des batteries qui sont très demandées en Chine, parce que le marché chinois aujourd'hui est le premier marché mondial en termes de bandes de recharge, et c'est un produit qui trouve sa place en Chine, mais on est sûr et certain que d'ici, je sais pas moi, 1 an et demi ou 2 ans, il y aura une forte demande sur le marché européen. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues. Pour comprendre le principe, c'est-à-dire qu'on a une batterie dans laquelle on peut stocker du coup beaucoup d'énergie, et quand il y a beaucoup de véhicules qui viennent se charger en même temps, on peut délivrer la puissance, c'est ça, Alain? Bah, nous, on le fait même sur un train. Donc, c'est qu'il y a des tas de véhicules en fait qui nécessitent à un moment donné de se charger très rapidement. Mais on n'a pas beaucoup d'énergie partout. Donc, le fait de pouvoir charger lentement une batterie et qu'elle puisse délivrer de la charge très rapidement, ça a du sens dans certains endroits pour certains types de véhicules. Mais j'ai pas compris sur le train. Alors, c'est le train qui se recharge sur un projet où il y a un train qui s'appelle le Drési, sur lequel c'est une drésine en fait qui passe et qui s'arrête 3-4 minutes, et il faut la charger très rapidement et dans une zone qui est peu dense. Donc il faut absolument avoir un moyen de donner beaucoup d'énergie. Donc on regarde beaucoup ce sujet de batterie. Oui. Et il y avait un dernier produit, alors juste pour comprendre, parce que je les balaye, du coup, on a peut-être des nouveautés aussi pour le public. Le dernier. Alors, le EC, en fait, le ECPC, c'est un genre de boîtier quand par exemple, imaginons qu'on a un parking public et on veut connecter plusieurs bornes en même temps. Plusieurs bornes en même temps pour le public. Alors, on peut les connecter parce qu'on a un système CMS, donc Control Management System, qui vous permet de contrôler toutes les bornes en même temps, et on est obligé de connecter la borne à un ECPC pour que sur l'application, on puisse manager toutes les bornes, voir si les bornes fonctionnent, voir l'énergie qui est délivrée. Donc ça, c'est vraiment très technique. Donc en fait, quand on a une seule borne, nous n'avons pas besoin d'un ECPC, mais quand on a plusieurs bornes qu'on veut connecter en même temps et générer du chiffre, parce qu'on peut vendre aussi de l'électricité, donc on a besoin d'un ECPC pour les connecter sur une application qui est gratuite et qui est fournie par la société Radiant. Et question naïve, on peut connecter des bornes de différentes marques sur un même système? Alors, ce sont des ECPC qui sont spécialement pour les bornes de Radiant, parce qu'aujourd'hui, toute société a ses propres ECPC qui permet de connecter ses propres bornes. Parce que voilà, c'est de la concurrence et on ne peut pas utiliser notre ECPC pour une autre bande d'une société concurrente. Et la grosse, l'armoire là, qui est vraiment sur la droite, qui est un petit peu plus grand, donc celui-là, il est utilisé si on veut connecter plus de 12 ou 16 bornes en même temps. Alors, on avait parlé, merci Rachid, on avait parlé une dernière question sur le comptage. Je crois que sur l'espace public, il y a une différence avec le comptage dans le privé. Alors, c'était une question peut-être pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Il y a un étalonnage sur le comptage. Est-ce que ça vous parle? Étalonnage du prix du Oui. Est-ce que quelqu'un veut répondre là-dessus?
Oui, effectivement, pour pouvoir revendre de l'électricité, il faut un moyen de mesure qui soit certifié, comme quand on fait le plein de carburant, s'assurer que le nombre de litres qu'on reçoit dans son réservoir, c'est exactement ce qu'on a, ce qu'on a payé. Et bien, de la même manière, pour les bornes de recharge, il y a effectivement des certificats qui garantissent que la quantité d'énergie livrée correspond bien. Donc ça, c'est... en France, on utilise les modèles MID, et vous avez certains pays, notamment l'Allemagne, qui exigent une certification supplémentaire. Voilà, mais c'est déjà compliqué, suffisamment compliqué sur un pays sans l'étendre. Donc là, il y a besoin, donc on a besoin effectivement de compter correctement et d'assurer l'utilisateur qui va bien payer ce pourquoi il a chargé son véhicule. Antoine, vous vouliez apporter quelques précisions? Oui, merci. J'avais juste 3 remarques par rapport à tout ce qui nous a été présenté. Le premier, concernant le prix de la recharge, c'est avec la disponibilité et le nombre, évidemment, un élément essentiel. Il fait partie de notre baromètre. On le suit de 2 manières. Une, en regardant le prix moyen, donc AC est un peu plus cher, doit être à 60 centimes en moyenne, et puis DC doit être à peu près à 40. Hélas, non, l'AC est justement... Prenez le micro, si vous intervenez. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est un paradoxe, enfin ça peut paraître un paradoxe pour le grand public, donc il y aura des efforts à faire de communication, mais il faut savoir que l'AC, c'est du lent souvent en voirie, qui va mélanger, enfin prendre en compte 2 facteurs, le stationnement et la recharge. Néanmoins, quand je regarde avec des chiffres qui ne sont pas diffusés les statistiques, c'est vrai que quand on regarde le décile le plus cher, il est en effet en voirie, en charge lente et à un prix que je préfère ne pas dire ici, mais bien supérieur à la moyenne. Donc il y a un sujet, et je crois qu'il est adressé par tout le monde, avec les collectivités, parce que personne n'est coupable là-dedans, on découvre tout. Et donc le sujet du prix est important. Rapidement aussi, quand je dis on découvre, mais j'étais très content de le voir là dans les présentations, je ne pense pas qu'il y ait, et ce qu'on voit dans nos études, il n'y a pas une bonne solution de partout. Il y a un mix de puissance à trouver selon l'environnement. Donc il faut une expertise. Je prends juste l'exemple, il est moins concerné ici, des autoroutes. On dit il faut aller jusqu'à 250, 350, 400 kilowatts, et ainsi de suite. Donc la course à l'échalote. On regarde aujourd'hui, et les sociétés d'autoroutes sont les premières à le dire, pendant les grands flux du 15 août ou des choses comme ça, les gens, ils s'arrêtent 1 heure pour aussi noter. Or, 1 heure sur une 250 kW, bon, vous avez le temps d'en refaire 3 fois votre voiture. Donc, il y a un mix à trouver aussi qui peut être des 50. Voilà, je voulais juste insister sur la partie regardons bien, ça vaut le coup de prendre un peu de temps d'étudier. On a besoin d'en mettre beaucoup plus de bornes qu'aujourd'hui, on l'a tous dit. Les propriétaires futurs de voitures électriques n'auront pas tous, comme aujourd'hui, une résidence individuelle. 80% des utilisateurs actuels qui sont en résidence individuelle. Donc là, on sera sur des gens en copropriété, en résidence collective. Et donc, c'est certes, on équipera les résidences collectives, mais la voirie et la recharge publique est quelque chose d'essentiel dans le développement de la voiture électrique. Vous voulez dire, je vais vous donner la parole Alain, mais vous voulez dire que sur le territoire, il pourrait y avoir un opérateur qui fasse une étude un peu des types de bornes en fonction des usages? Est-ce que ça existe, ça, des bureaux d'études qui font des analyses au niveau au niveau d'un département, au niveau d'une métropole? Alors oui, il y a des sociétés de conseil, mais il y a une excellente étude qui s'appelle Hit the Road, qui a été faite par une association qui s'appelle la Vert France, je pense, Ouais. et qui donne un panorama global. Alors évidemment, il ne va pas traiter le cas de la mairie au hasard de Sanary-sur-Mer. Bon, mais il donne déjà un cadre en disant... Ben justement, voilà les différents types, voilà les mix, voilà les volumes. Ah oui. Et après, il y a des experts, à la fois, je pense, dans les sociétés qui sont représentées ici, mais aussi en matière de conseil. Alain, oui, vous vouliez préciser quelque chose? Pour celles et ceux qui roulent à l'essence, moi j'ai un petit peu de cheveux gris, donc je suis de la génération où il y avait de l'essence. C'est vrai que le fait d'avoir une perception de baisse de prix avant d'acheter un véhicule électrique, je prends un exemple, 1 litre d'essence, c'est à peu près 2 kWh, pas forcément sur l'autoroute, mais en moyenne. Ça veut dire que quand on achète 2 kWh sur la borne,
Alors, bon, chez nous en particulier, on essaie plutôt d'être à 36 centimes, c'est parce qu'on veut être proche de 70 centimes l'équivalent litre d'essence. Ouais. Et on pense que c'est comme ça que la population se dira, je vais faire une économie quand je vais avoir mon véhicule. 50% moins cher, hein, c'est ce Voilà, que ce soit évidemment une économie. Maintenant, le fait de fixer ce prix et de se l'imposer, nous, en tant qu'entreprise, il faut un modèle dans lequel il y a d'autres services. Je prends l'exemple des sociétés d'autoroutes. Il y a longtemps, il y avait la station-service, on s'arrêtait, on mettait de l'essence. Et puis maintenant, il y a des restaurants, il y a tout un tas de trucs à côté. Donc le pure player, c'est le fait de dire je suis la pompe électrique. Je pense que ce qu'il faut, c'est y ajouter autour, et il y a beaucoup de sociétés qui font ça, hein, comme nous, mais sur d'autres services, mais c'est important de faire ça pour maintenir un prix derrière et arriver à le contrôler. Et c'est vrai qu'il y a certaines villes où, malheureusement, ils sont obligés, peut-être à cause des fois du prix de l'énergie tel qu'ils l'ont acheté pendant le début de la guerre dans l'Est de l'Europe, ben, on est sur des prix qui dépassent l'euro même au kilowattheure. Voilà. Ouais. On va y revenir avec vous, Alain. Hugues, alors on s'était dit pour la deuxième partie, parce que vous avez fait un teaser tout à l'heure en disant oui, je vais vous montrer les solutions. Parce que ce qu'on voudrait voir, c'est comment on maîtrise les coûts d'installation, hein, c'est ce que vous avez commencé à déployer, mais aussi les coûts de maintenance. Parce qu'on voit, c'est ce que vous disiez Antoine, c'est qu'il faut que ces bornes, on les installe, mais après il faut qu'on puisse les opérer, qu'elles fonctionnent pendant toute la durée de vie. Voilà, on va vous donner la... Oui, merci. Oui, je ne vais pas m'étendre très longtemps sur ce slide. En fait, ça reprend les informations que vous aviez communiquées. Il y a différents scénarios que j'ai pris au plus bas et au plus élevé. Et ce qu'on voit, c'est que, en tout cas au niveau de l'Europe, si on veut atteindre les objectifs, on va avoir besoin d'installer entre 500 000 et plus d'1 million de points de charge par an pour atteindre le nombre de points de charge souhaités. Donc là, on change vraiment d'échelle. Et il y a de la demande partout. Donc on ne pourra pas faire appel à des pays aux alentours pour avoir de la main-d'œuvre pour faire les installations. Donc il faut aller vite. Voilà. Donc nous, on a essayé de faire cette chasse au superflu. Si vous regardez une borne de recharge, en fait, à l'intérieur, vous allez retrouver plein de fois la même chose. Bien souvent, sur chacune, un terminal de paiement. Et puis, après, vous allez devoir également multiplier des tableaux divisionnaires pour pouvoir interconnecter tout ça. Il faut également les relier en réseau, soit avec un réseau filaire ou un réseau sans fil. Installer une supervision et connecter tout ça pour que ça fonctionne ensemble. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a encore pas tout, parce qu'il faut aussi savoir ce que peut nous fournir le réseau électrique pour installer un vrai système de gestion dynamique. Parce que tout le monde présente de la gestion dynamique, mais sans savoir ce que le réseau peut donner. Donc ce n'est pas dynamique, c'est statique. Maintenant, donc ce qu'on a fait nous, c'est que tout ça, on l'a intégré dans une seule et même armoire, que vous voyez représentée ici. Et à partir de là, on tire des prises. Et on met le nombre de prises qui est nécessaire. Et tout le monde peut charger à partir de ces prises, simplement avec un QR code ou par NFC. On peut également installer un terminal de paiement, et ça fonctionne très bien. Et tout se passe en fait à l'intérieur de cette armoire. Elle est déjà pré-configurée en fait en usine, assemblée, testée. Et quand on arrive sur le site, c'est pratiquement plug and play. Le fait également de ne pas avoir de borne à installer, d'avoir simplement ce que nous on appelle une small box et non pas une wall box, c'est juste un support, un boîtier de connexion très simple du marché. La plupart des composants qu'on utilise, s'il y a une panne quelconque, vous les trouvez chez Sonepar pour ne pas les nommer, mais ou quelqu'un d'autre. Sonepar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme Rexel, hein, c'est des distributeurs. Oui, Rexel, voilà, merci de donner un deuxième nom. Peu importe, voilà. Partout où on peut trouver ces composants. Voilà. Et c'est des éléments très simples qui sont développés ensemble, testés ensemble et intégrés. Également, ces armoires, elles peuvent être réfrigérées si elles sont en extérieur, ce qui leur permet de fonctionner à pleine puissance, même dans un environnement chaud. Donc, en termes de taux de service, on arrive à des niveaux très élevés. Les armoires sont connectées, donc on peut aussi intervenir à distance s'il y a quoi que ce soit d'un point de vue logiciel. Et puis on travaille principalement avec des réseaux d'installateurs locaux qui ont fait l'installation, qui sont proches du client et qui permettent de pouvoir réagir s'il y a quoi que ce soit. Voilà.
Et une armoire comme celle-ci, pour les plus grosses, on peut alimenter jusqu'à 40 points de charge. Oui, j'y reviens. Et nous, principalement, on se concentre sur de la charge lente. On ne fait pas de charge rapide avec ce type de solution. L'idée étant d'offrir une puissance électrique pour le plus grand nombre. Et on voit effectivement, pour rejoindre ce que disait Alain, nos clients, ils chargent 1h30 ces puissances-là parce qu'ils ont 15 kW à charger au maximum, quoi. Ouais. Et donc ça, je crois que vous avez encore une diapo. Oui. En fait, j'avais 2 questions, mais vous avez répondu à mes 2 questions. C'était combien de bornes on pouvait tirer de l'armoire, et est-ce que c'était de l'AC ou du DC? Donc vous avez répondu. J'imagine, oui, voilà. Donc, c'était pour répondre à ces éléments-là. Et donc, à partir de ces armoires aussi, on a un point de mesure qu'on intègre qui permet d'aller voir sur le service, sur l'alimentation, la puissance disponible. Ouais. Alors, c'est vrai pour une alimentation classique, mais c'est vrai aussi pour du photovoltaïque. Et donc, on peut aussi, derrière ça, réguler notre charge en fonction de la puissance photovoltaïque disponible. Oui, parce que là, il y a une obligation aussi pour les parkings. Je crois que c'est plus de 1000 mètres carrés, 200 places. J'ai plus, C'est 1500, mais 1500 mètres carrés, et donc de déployer des ombrières photovoltaïques. Et donc, Tout à du coup, on peut venir charger son véhicule avec l'énergie électrique. Oui. Nous, typiquement, ce type de solution, ça s'intègre parfaitement bien avec des ombrières. Ouais. On peut même, et on travaille à ça avec des partenaires, prééquiper l'ombrière avec les prises. Alors, on arrive, on installe ça sur le parking, et après on connecte l'armoire. Donc c'est extrêmement rapide. Ouais. Un autre avantage aussi de cette solution, sur ce slide par exemple, comme on n'a pas besoin de venir supporter des bornes, on peut utiliser des installations extrêmement simples. Et dans ce cas-là, par exemple, on a fait des chemins de câbles autoportés. Pas pourquoi mon slide est en anglais, mais bon, voilà, il y aurait des choses qui n'ont pas dû passer. Donc, au niveau de ce câble autoporté, on sort simplement nos prises à partir de là et on les déploie sur le parking. Donc là, c'est pareil, très rapide. L'électricien, il peut faire ça lui-même. C'est comme poser des chemins de câbles. Il n'a pas besoin de faire appel à une société de génie civil. Du coup, il y a beaucoup moins de coordination, beaucoup moins de frais. Et puis, parfois aussi, il est beaucoup moins intrusif s'il y a de la végétation ou des choses comme ça. Oui, une question, puisqu'on a fait une conférence sur les enjeux pour les électriciens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez la main-d'œuvre suffisante pour pouvoir vous accompagner sur le déploiement? Oui, mais les temps de réalisation peuvent être parfois assez longs, dont on trouver de la disponibilité. Et surtout sur le génie civil. C'est là où aujourd'hui il y a la plus grosse, on va dire l'encombrement ou le manque de main-d'œuvre. Et des coûts également qui sont très rapidement importants, comme ils ne sont pas très nombreux. Voilà, ça va être la partie la plus compliquée. Et je voulais vous poser aussi, Pascal, la même question là, pour déployer les bornes dans vos infrastructures. Vous avez la main-d'œuvre qui arrive à fournir. Alors, on a la main-d'œuvre, mais on a surtout des contraintes administratives et des contraintes réglementaires dont je parlerai un petit peu plus en détail dans ma seconde intervention. Mais globalement, aujourd'hui, les professionnels sont qualifiés, sont compétents, ont suivi les formations et savent déployer ce genre d'infrastructure, oui. Je crois que d'ailleurs, il y a des nouvelles formations là, sur la maintenance sur les bornes, hein, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Pour pouvoir faire, il y a des maintenances obligatoires. Pour pouvoir réaliser ces maintenances, les électriciens doivent avoir une formation particulière avec différents niveaux en fonction du type d'intervention. Mais ça, oui, on commence à le trouver. Et donc, ceux qui installent, en général, ont cette solution. Ce que je voulais dire aussi ici, si je reviens sur mon slide précédent, en termes de maintenance, tu me permets cette remarque. Pareil, au niveau de la maintenance, ici, c'est extrêmement simple. La maintenance se fait au niveau de l'armoire. Il y a une checklist à suivre, mais ce n'est pas quelque chose qui est à répéter sur 40 bornes ou 200 bornes sur certains parkings plus importants. Et au niveau du point de charge lui-même, c'est extrêmement simple aussi de vérifier juste l'état de la prise, que le QR code soit bien présent. Et donc ça va très vite. Alain, je voulais qu'aussi, vous étiez en train de discuter, donc
Donc, je vous donne la parole. Alain, donc, je voulais aussi que vous fassiez un retour d'expérience. C'est ce qu'on avait dit. Hein, c'est bien. Là, on a vu les différentes solutions hein, pour les différents enjeux. Maintenant, on va rentrer dans une deuxième phase sur cette conférence, peut-être de retour d'expérience. Un retour d'expérience sur comment les usagers, même si on a commencé à en parler, comment les usagers utilisent les bornes. Et je crois que vous avez des chiffres clés à nous présenter sur ces sujets. Et puis aussi, ce qu'on aimerait savoir, c'est, on voit, Antoine disait, il faut déployer de manière massive, mais il y a des freins. Et qu'on puisse aborder aussi ces freins, vous les listiez aussi des freins administratifs, des freins qu'il peut y avoir sur le déploiement des bornes. Alors nous, comme vous le voyez, on a des exemples ici, puisqu'on met des stations sur lesquelles on voit il y a un premier chargeur, on peut en mettre plusieurs, mais on commence déjà par mettre un premier chargeur, parce que nous allons dans des zones qui sont en général peu fréquentées. On ne va pas sur l'autoroute avec des pics de charge, comme on disait tout à l'heure. On va aussi dans des petits villages. Je prends un exemple en Seine-et-Marne. Il y en a un là récemment qu'on a installé à Dian, 247 habitants. C'est vrai que d'aller mettre un chargeur DC, parce que c'est bien du DC qu'on met en 24 kg. Alors, il y a une prise pour les hybrides, d'où la prise AC, qu'on considère nous pour les hybrides dans la rue. Et puis on va jusqu'à 50 kW en fonction du temps d'arrêt. Et c'est vrai que le retour d'expérience de nos utilisateurs, alors ça n'engage que moi ce que je dis, c'est que c'est vrai, ils disent, moi, ça prend 3 minutes pour me charger puisque je me branche. Alors on a tout le QR code, le TPE, l'application mobile, enfin c'est impossible de ne pas arriver à se charger normalement sur l'une de nos stations, comme sur beaucoup d'autres. Je disais tout à l'heure, c'est vrai, les chiffres clés, c'est qu'on a encore quelques craintes, c'est-à-dire ils arrivent à 37% en moyenne, on pense que ça va baisser, on pense que l'inquiétude du niveau de batterie va diminuer, et on voit que ça diminue un petit peu. Moi, qu'on pense que ça arrivera jusqu'à 20, voire 18%. Et puis, on profitera des nouvelles technologies, des nouveaux véhicules, soit pour renforcer le réseau derrière et monter un petit peu en puissance quand les voitures seront moins chères, les batteries moins chères et les chargeurs moins chers, pour en profiter pour donner un petit peu plus de puissance. Mais aujourd'hui, c'est suffisant. On a aussi, alors on fait des actes, des voiries, vous en voyez plein, vous voyez des exemples avec... alors, on amène du haut débit. Ce qui me semble intéressant dans le haut débit, c'est que je vais vous prendre un exemple de la concurrent de la voiture, par exemple, un concurrent indirect de la voiture, c'est la visioconférence. Je ne me déplace pas. Et c'est vrai que la voiture électrique, c'est bien, mais si on peut en plus ne pas se déplacer, des fois, c'est quand même mieux. Donc, il faut avoir comme ça du débit dans tous les territoires, y compris dans les zones les plus reculées qui n'auront pas forcément de fibre optique. Et puis, il y a aussi le problème de la disponibilité du réseau. Tout à l'heure, Antoine le disait, on a une disponibilité qu'on essaye d'améliorer en France. Et c'est vrai que dès qu'on ajoute du haut débit, eh bien, la part de déconnexion des chargeurs qui participent en fait à ce manque de taux de disponibilité, c'est pas que la borne ne marche pas, c'est qu'on ne voit pas si elle marche ou pas. Parce qu'en fait, elle est mal connectée parce qu'elle est dans les territoires. Je vais prendre des syndicats d'énergie, par exemple, qui ont des réseaux dans la campagne. C'est vrai que des fois, leur borne, elle bagote, comme on dit, et on estime qu'elle est indisponible, alors qu'en réalité, quelqu'un est venu charger et on l'a su plus tard. Donc nous, on se met là, on installe notre station en une journée, à part le raccordement Enedis qui lui se fait ultérieurement. Et puis on a quelques mairies comme ça qui témoignent et qui sont très satisfaits en fait d'éviter d'avoir à s'occuper de ce type de questions. Et puis on a des syndicats d'énergie qui sont très importants pour nous parce qu'ils savent, ils ont d'abord une grande compétence, ils ont aussi l'expérience, et donc on va systématiquement au-devant des syndicats d'énergie pour leur expliquer notre projet et leur expliquer en quoi on est complémentaires, parce qu'on amène d'autres services qui ne sont pas que électriques. Oui, d'ailleurs, hier, il y avait le syndicat d'énergie d'Île-de-France, CGF, ils ont employé une personne pour accompagner les collectivités pour mettre en place les bornes sur leur territoire. Hein. Donc, ils sont très actifs. Là, on est en Île-de-France, mais c'est vrai, je prends dans des territoires qui sont un peu plus reculés. C'est vrai que les syndicats risquent de souffrir un peu parce que la maintenance de ces équipements coûte très cher. Ça, c'est de l'argent public. Et c'est vrai que l'arrivée aujourd'hui, avec tout cet effort qui a été fait sur les 100 000 premiers points de charge, je rappelle qu'au-dessus de 50 kW, il n'y a quand même que 5% des chargeurs qui sont au-dessus de 50. Tout le reste, ils sont sans TPE et ils sont, pour certains, on va dire, je peux le dire, un peu obsolètes parce qu'ils ont déjà quelques années. Et donc, il faut aider ces agents économiques en leur expliquant notre projet. C'est pour ça qu'il y a des schémas directeurs, etc. En tout cas, nous, on est dans cette logique. Et évidemment, on a l'expérience de nos clients, on pense qu'elle est bonne parce que non seulement toutes les cartes sont acceptées, donc on peut venir avec n'importe quelle carte du marché, enfin le badge plutôt que carte, on peut payer en TPE, mais aussi on a nous-mêmes un badge qui permet d'aller sur tous les autres chargeurs.
Moi, je viens du monde des télécommunications. Je crois beaucoup dans les mondes ouverts, dans ce qu'on appelle le roaming. Vous savez, quand vous allez en Allemagne, vous ne vous posez pas la question de savoir sur quel opérateur vous êtes. Donc, il faut vraiment, parler de charge mentale tout à l'heure, baisser la charge mentale de l'utilisateur. Je parlais de mon père qui a 84 ans. Lui, il arrive devant une borne qui a marqué petit 1, petit 2, petit 3, il ne comprend rien. Alors que si on a une petite vidéo ou si c'est très, très simple, tout le monde va pouvoir ensuite passer à ce type d'équipement. Merci pour ces précisions. Alors, revenons maintenant sur les parkings. Là aussi, on aimerait avoir, Pascal, avoir un focus là, sur à la fois les contraintes réglementaires, hein, puisqu'on en avait parlé, puis vous, comment vous faites pour déployer l'offre et faire en sorte que ce soit utilisé, hein. Absolument. Antoine en parlait. La loi d'orientation des mobilités de 2019 a défini que toutes les 20 places de stationnement de véhicules motorisés, nous devions déployer une borne de recharge ou un point de charge pour être un peu plus précis. L'environnement aujourd'hui des parkings qui sont exploités par Indigo, nous sommes des établissements recevant du public dans la catégorie parc de stationnement. Et nous avons donc également des obligations et contraintes réglementaires, notamment en termes de sécurité incendie. J'ai ici identifié deux catégories très clivantes, c'est-à-dire les parkings qui sont équipés de systèmes d'extinction automatique à eau. Dans ce cas-là, sur la recharge AC, on a très peu de limites, très peu de contraintes. On peut faire à peu près ce qu'on veut. Pour la... Vous appelez sprinkler. Oui, c'est le sprinkler. C'est les systèmes d'extinction automatique. C'est ce qu'on voit dans les parkings, voilà. C'est les douches qui sont déclenchées dans les films d'action américains. Dès qu'il y a un incendie, on voit tout le monde se faire arroser à l'image. C'est exactement ça. Et évidemment, on espère que ça se déclenche le moins souvent possible. Mais c'est tout à fait le même type de système. Et pour uniquement cette catégorie de parking équipés de systèmes d'extinction à eau, dans ce cas-là, on peut également prévoir le déploiement de superchargeurs, c'est-à-dire des chargeurs dont la puissance dépasse aujourd'hui, selon la réglementation en vigueur, 22 kW. Donc il s'agit là d'une réglementation assez ancienne et il me semble qu'il y a déjà un groupe de travail interministériel qui s'est réuni pour commencer à travailler sur l'évolution de toute cette réglementation. La majorité des parkings ne sont pas équipés de ces systèmes d'extinction automatique à eau, ce qui va nous limiter le déploiement des bornes de recharge dans les niveaux de référence, c'est ce qu'on appelle le rez-de-chaussée, c'est-à-dire le niveau par lequel les services de secours peuvent intervenir, ou le niveau inférieur ou le niveau supérieur. Donc c'est plus 1, rez-de-chaussée ou moins 1. On n'a pas le droit aux chargeurs qui dépassent les 22 kW. Donc à partir de 22 kW, à partir de 23, c'est proscrit. Et on sera limité en termes de puissance cumulée à 150 kW total d'une offre de recharge, avec une quantité maximum de 20 points de charge. Donc on joue dans cette catégorie-là pour positionner les curseurs. Oui, parce que finalement, il y a la loi qui vous impose de développer des bornes, et puis d'un autre côté, vous avez une réglementation incendie qui vous limite. Exactement, et qui nous limite, tout à fait. Et donc j'en viens à désormais la loi climat et résilience qui est sortie en 2021, qui explique clairement les cas de dérogation possibles qui font que le déploiement des infrastructures de recharge véhicules électriques ne doit pas coûter plus cher que les mises aux normes ou les modifications des infrastructures électriques ou les mises aux normes réglementaires, notamment ici dans des travaux très coûteux que sont le déploiement de ces systèmes d'extinction automatique à eau, les sprinklers. C'est extrêmement coûteux et donc dans les cas des parkings non sprinklés, on sera limité à 20 points de charge par parking, y compris si notre parking et la loi d'orientation des mobilités nous imposait, ou en tout cas attendait de nous de déployer 22, 23, 24 points de charge. On sera limité à 20 points de charge et donc on aura beaucoup de mal à atteindre les objectifs qui sont posés par la loi. Voilà un petit peu le contexte réglementaire, le cadre de fonctionnement. Et cette réglementation ERP, parc de stationnement couvert, est très contraignante, disons, dans le déploiement des bornes de recharge. Tout nouveau déploiement de service dans un parc de stationnement doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de travaux qui est soumis en préfecture, pour lequel systématiquement la préfecture sollicite un avis. Il y a une consultation systématique des SDIS, donc les services de sécurité incendie, les pompiers. Vous parliez de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, on a aussi les marins-pompiers de Marseille et les autres SDIS en province qui donc ont un droit de veto ou de limitation également au niveau des projets pour pouvoir proposer leurs propres prescriptions qui viennent en complément de la réglementation, bien souvent pour la durcir évidemment, avec un objectif de sécurisation des infrastructures. Et nos parcs de stationnement sont, en plus de ces autorisations ponctuelles liées à des travaux bien spécifiques, soumis à des vérifications régulières, donc des vérifications quinquennales, ce qu'on appelle des commissions de sécurité, où on a une délégation de pompiers qui vient visiter le parking, s'assurer que tout est entièrement aux normes, tout est correctement maintenu et totalement fonctionnel. Oui, sans
parler de la conférence qu'on aura cet après-midi, mais sur les véhicules quand même électriques, il y a des études qui sont sorties. Je crois qu'à l'AVER, vous aviez eu des chiffres aussi sur le départ de feu hein, sur les véhicules électriques. Je crois que c'est 20 fois moins que les véhicules thermiques. Est-ce que c'est ça, Antoine? Est-ce que vous avez quelques chiffres dessus? Alors, je n'ai pas les chiffres précis en tête, mais là, les grandes lignes, c'est en effet un véhicule électrique, statistiquement maintenant par rapport à tout ce qui a été étudié, quel que soit le pays, est beaucoup moins enclin à prendre feu, donc prend feu beaucoup plus difficilement qu'un véhicule thermique. Alors, je ne sais plus si c'est le ratio de 1 à 20. De l'autre côté, par contre, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'un incendie sur un véhicule électrique, notamment la batterie, est plus compliqué, s'il est pris plus tard, à éteindre. D'où les positions prudentes. Moi, je dirais juste, et en parlant sous le contrôle de certaines personnes dans la salle, il y a eu un rapport d'une inspection générale qui, dans mon esprit non technicien ni juriste, a conclu à oui, il faudrait renforcer la sécurité dans les parkings, mais ce n'est pas que propre aux voitures électriques, c'est exactement la même chose pour les voitures thermiques. Donc, on aurait dû le faire avant. Alors, ça ne résout pas le souci, mais ça le repositionne quand même en disant, je n'ai pas, si je raisonne en termes de risque, que j'ai compris de ce rapport, c'est qu'il n'y a pas une aggravation du risque. Par contre, il y avait un sujet qui n'avait pas été pris avant. Alors, est-ce qu'on veut tout faire, laver plus blanc tout d'un coup avec les milliards d'investissements que cela suppose, ou est-ce qu'on fait des plans raisonnés? Poser la question, c'est déjà un peu y répondre. Merci pour cette précision. Puis comme ça, c'est un teaser pour la conférence de cet après-midi à 14h30. Je vous laisse continuer. Alors, Pascal, oui, sur la partie offre, là, c'est comment? Est-ce que peut-être on peut rentrer dans le détail Oui, tout à fait. Alors, l'offre de recharge, la loi d'orientation des mobilités donc, veut faire la promotion et vise à un déploiement plus large pour avoir une offre quantitative du service de recharge. Nous pensons que, on en a déjà un petit peu parlé précédemment, on a besoin de répondre précisément à des besoins et adapter l'offre exactement aux attentes des véhicules. Et donc, en fonction des typologies de parking, évidemment, des parkings de centre-ville, des différents types de parkings de zones résidentielles, de zones de bureaux, de zones commerciales, évidemment, les usages de ces parkings-là ne seront pas les mêmes. Et donc, les investissements doivent pouvoir correspondre au profil de consommateurs attendus dans les infrastructures où sont déployées les bornes. Un déploiement massif de bornes, sans distinction du service que l'on souhaite rendre à l'usager, rend beaucoup plus difficile le retour sur investissement. Vous voulez dire il faut une étude avant, il faut réfléchir, savoir ce qu'on va mettre Moi, si je souhaite être compatible avec la loi d'orientation des mobilités, je dois mettre un nombre de prises. Voilà. Je n'ai pas d'objectif de puissance et on milite beaucoup pour pouvoir, par exemple, avoir des correspondances en termes de puissance par nombre de places de parking. Et ensuite, un chargeur 150 kW peut correspondre à X chargeur 3 kW et ainsi de suite. Pour pouvoir vraiment s'assurer de livrer le service qui est attendu par l'utilisateur et qui sera pertinent dans le cas d'usage de son expérience de stationnement. On a bien compris l'évolution qu'il pourrait y avoir. Exact. Et donc aujourd'hui, je le disais, nous avons 4500 points de charge en exploitation. Nous avons beaucoup de chantiers en cours et traditionnellement, parce que les délais d'instruction de ces autorisations de travaux peuvent prendre plusieurs mois. Quand nous lançons les investissements pour une année, les chargeurs arrivent malheureusement en fin d'année. Donc, on a à peu près 1500 points de charge qui doivent arriver en service d'ici la fin d'année, dans les 3 mois qui viennent, avec donc un planning de déploiement très important. Et heureusement, nous pouvons nous appuyer sur des partenaires et des professionnels qui sont capables de suivre cette cadence-là parce que le rythme est élevé. Et il nous restera encore à peu près 2000 points de charge à mettre en service d'ici fin 2025 pour pouvoir proposer une offre de charge standard pour les utilisateurs résidentiels, les utilisateurs de bureaux. Dans certains cas de figure, nous avons été les premiers à proposer une station de recharge ultra rapide en sous-sol, ici sur un parking à proximité du périphérique au sud de Paris, qui a été inauguré l'année dernière. Nous designons également des offres pour les flottes et les professionnels qui verdissent leur flotte de véhicules pour pouvoir répondre à leurs besoins de recharge. Tout ça ayant comme objectif de proposer un réseau de référence avec toujours une borne disponible dans n'importe quel parking Indigo dans lequel vous vous stationnerez. Et puis, je partageais ici quelques statistiques. Aujourd'hui, l'utilisation moyenne, une session de recharge à l'échelle de la France en moyenne, c'est 6h40 de recharge sur des bornes. Ça, c'est à l'échelle de la France ou chez vous Chez moi. Chez vous. Dans les parkings Indigo, Oui, pour la France.
Ouais. parce que les profils seront un petit peu différents d'une consommation parisienne, d'une consommation en province ou en Île-de-France. Mais sur une moyenne de mes chargeurs français, j'ai 6h40 de durée moyenne de recharge. Par les Alors, sur Ventouses, là, on n'est pas bien loin. alors que le véhicule ne récupère que 16 kWh. Et sur l'offre de recharge standard que nous proposons, ce sont les chargeurs 7 kW. Ce qui veut dire qu'au-delà de 2h15, 2h30, le véhicule est chargé et pour autant, il continue de stationner sur la borne pendant plus de 4 heures. Ouais. Alain, oui. On a fait un sondage de notre côté sur parce que soit on a un chargeur sur lequel il faut sortir un câble, donc il faut ouvrir le coffre, alors, et puis des fois on est habillé, et puis c'est mouillé dehors, etc. Donc c'est un peu compliqué. Donc on a posé la question à des utilisateurs devant les stations en disant, à votre avis, quand vous venez, qu'est-ce qui fait que vous prenez le temps de sortir le câble? C'est quoi le moment où vous dites, oui, c'est intéressant, je le fais? Et on a parlé en kilomètres, on leur dit combien de kilomètres. Et c'est vrai que nous, ils sortaient souvent entre 100 et 150 kilomètres, parce que tous les jours, tout le monde ne fait pas 300 ou 400 kilomètres comme les professionnels. Du véhicule, les VTC, etc. Et donc, quand on a compris que c'était entre 100 et 150, je suis pas étonné en fait de voir que on s'arrête dans le parking, les gens sont contents, ils ont eu leurs 100 km, puis ils sont repartis avec leurs occupations. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des charges ultra puissantes dans certains cas, et dans d'autres cas, oui, je vais recharger au moins 100 km quand je suis sur l'autoroute parce que je vais aller en France quelque part. Alors, on va continuer. On va voir quelques réalisations que vous avez produites. Je parle pour vous, Radiant. Et puis, je crois que Malé aussi, vous en avez aussi quelques-unes à nous montrer. Voilà, on va vous mettre la diapo. Donc voilà, je voulais partager avec vous quelques partenariats que nous avons signés que la société Radiant a signé. Donc le plus important pour nous, c'est la société BMW. Donc aujourd'hui, nos clients sont multiples et variés. Donc on a les concessionnaires de voitures qui sont nos clients. Nous avons les particuliers qui sont aussi nos clients. Et récemment, nous avons ouvert aussi un nouveau marché qui est le marché public avec la dernière borne qu'on a mis en place qui s'appelle Gemini et qui permet de charger 2 voitures en même temps avec 22 kW. Donc, il y a un moyen de paiement qui est intégré à la borne et on peut aussi faire son chargement avec une carte, par exemple celle d'Alain, où on en reparlera après. Voilà, donc BMW. Ça, c'est un déploiement, c'est sur des concessions. C'est une concession, voilà, c'est la concession BMW. Donc, il y a eu un déploiement de bornes de recharge. Donc, ça, c'est la borne Next. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait connecter plusieurs bornes en même temps. Donc, ça, c'est un exemple concret de plusieurs bornes qui sont connectées en même temps et qui sont gérées à l'aide de l'application Radiant qui est gratuite. Mais ça, c'est un nouveau business aussi pour les concessionnaires, c'est-à-dire qu'ils deviennent revendeurs quelque part d'énergie. Parce qu'une personne qui voudrait faire des courses à proximité de la concession, il pourrait se charger sur la borne, c'est ça? Alors, il peut être revendeur d'électricité, mais c'est surtout pour montrer aux futurs clients comment charger la voiture et quel est le temps qu'elle prend. Et voyez, donc pour un petit peu les inciter les initier à la borne de recharge. Donc voilà, donc ça c'est le premier exemple que je voulais partager avec vous. Ensuite, ça c'est un autre client, donc c'est un vendeur d'énergie, c'est Avia. Donc aujourd'hui, nous avons signé un partenariat avec la société Avia, qui est une société qui vend de l'énergie, l'énergie fossile. Donc nous avons signé avec eux un partenariat pour équiper dans un premier temps les stations Avia en Autriche et en Allemagne. Donc on est en train de faire le déploiement depuis peut-être, ça fait 2 mois, 2 mois qu'on a signé le contrat. Ensuite, la société Geely, donc c'est une société chinoise. Donc ça a été la première société avec laquelle la société Radiant a signé un partenariat. Donc nous sommes aujourd'hui le fournisseur essentiel de cette société. Et je voulais aussi vous parler du fait qu'aujourd'hui, la société Radiant peut faire de la customisation. Donc, par exemple, si on revient aux bornes de recharge Avia, donc vous voyez que l'interface, elle est différente. Et aujourd'hui, la société Radiant sait faire de la customisation spécifique pour toutes les entreprises qui nous sollicitent. Donc, on peut mettre le logo, on peut mettre un sticker, on peut mettre... voilà, en fait, on peut répondre à toutes les exigences de nos clients. Alors, un autre cas aussi de partenariat, donc la société MG, qui est un concessionnaire d'automobiles chinois. Et aujourd'hui, il y a 2 semaines, nous avons signé aussi un partenariat avec la société Aiger,
qui est l'une des plus grosses sociétés allemandes de déploiement de bornes de recharge. Donc, ils nous ont sollicité pour construire pour eux, fabriquer pour eux leurs bornes de recharge. Voilà un petit peu ce que je voulais. Voilà, donc on voit que les sociétés aussi déploient des bornes pour les services qu'ils proposent à leurs clients. On va continuer avec vous, peut-être Hugues, pour les quelques exemples de réalisation aussi. Comme ça nous permet de voir ce que... Voilà. Donc voilà, effectivement, ici j'ai présenté quelques exemples de réalisations que l'on a faites dans le domaine public. Un aéroport avec 122 places équipées. Donc vous voyez, donc, on propose, on va faire écho à ce que disait Alain, quand je parlais de prise tout à l'heure, on propose la prise avec le câble attaché. Il y a une spécificité en France avec les normes NFC 1500 qui imposent certaines règles auxquelles on répond, puisqu'on a des prises avec obturateur et on utilise le contrôle pilote pour s'assurer que la charge n'est pas enclenchée tant que le véhicule n'est pas connecté à la prise. Donc avec ça, plus toutes les protections incluses dans l'armoire, on répond aux normes NFC 1500 sans aucune difficulté. Voilà. Et donc dans ce parking, il y a un mix de public et de personnel en fait de l'aéroport. Et on sait très bien gérer ça en fait avec simplement notre application et le fait d'avoir des QR codes. On sait reconnaître les profils des utilisateurs et appliquer des règles différentes. De la même manière, on a équipé un hôpital avec 24 points de charge. Donc, ça permet pour le personnel de l'hôpital, le personnel soignant, d'avoir un accès à la recharge, le public également. Et on a mis en combinaison avec ça également des points de charge rapides pour des véhicules d'intervention qui avaient besoin d'avoir Quand je parle de points de charge rapides, on a mis 22 kW. Et on a installé également des stations de recharge pour les vélos. Voilà, de manière à combiner les modalités. Dans les entreprises, et c'est des choses qu'on voit beaucoup à l'étranger, d'ailleurs... C'est où pour les vélos, là? Je ne vois pas, là. je ne les ai pas en photo ici, mais en fait, c'est au niveau de l'hôpital. Ouais. Simplement, on propose des casiers électrifiés dans lesquels les personnes peuvent mettre leurs affaires et ils ont à disposition une prise où ils peuvent recharger leur vélo. C'est des sortes d'armoires, comme les casiers, vous mettez Amazon ou des choses comme ça. Il n'y a pas le sujet incendie aussi là-dessus? On met un truc dans une armoire? Alors, c'est tout à fait un point parce qu'en fait, les risques d'incendie sont bien plus élevés au niveau de la recharge des vélos parce qu'on n'a pas des BMS, en fait, des contrôleurs de charge aussi performants que ce qu'on peut avoir dans les voitures. Parfois aussi des batteries de moins bonne qualité. Et en fait, les départs d'incendie au niveau des vélos sont beaucoup plus courants. Ah oui. Voilà, et peuvent conduire à des choses. Donc ça, c'est effectivement des choses à regarder. Mais voilà, pareil, ça se fait aussi avec... Mais le casier, lui, il peut, il détecte quelque chose. C'est ça. Alors, je parle également dans les entreprises, ce qui se fait beaucoup dans d'autres pays. Il y a également des incitations pour les entreprises, à la condition qu'ils fassent ça, c'est d'ouvrir leur parking au public. Et ça, c'est des choses qu'on fait très souvent. D'ailleurs, on le fait chez nous. Là, c'est également une entreprise où on a installé 100 points de charge. La journée, la semaine, c'est réservé aux employés. Par contre, tous les soirs, une partie du parking est ouverte, également les week-ends, et les résidents autour de cette entreprise ont accès et peuvent se recharger. Nous, on le fait également sur notre site. On est à proximité d'un zoo, et donc tout le week-end, en fait, les gens viennent au zoo et se rechargent. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça veut dire, ça invite à repenser l'usage qu'on faisait des stationnements, parce qu'on se dit, maintenant je mets des bornes, et donc comment je vais pouvoir optimiser l'usage de ces bornes? Alors que peut-être le parking avant était fermé. On a pensé à ça, effectivement. On recrée les communs qui existaient dans les campagnes avant autour des bornes de recharge. On essaye beaucoup, effectivement, d'aller dans ce sens-là et de mixer les usages. Ça permet aussi... C'est gagnant-gagnant parce que ça offre une meilleure rentabilité au point de charge. C'est un peu la notion de service qu'évoquait Alain. C'est créer aussi de l'attractivité vers ce point de charge, mais également offrir des solutions pour les gens, soit les résidents alentours, soit effectivement les personnes qui vont venir stationner pour faire leurs courses, pour ces choses-là. Et on arrive très très souvent, on a des constellations comme celle-ci où on va avoir des mix importants dans des parkings
enfin, je ne sais pas si vous faites ça chez Indigo, mais vous pouvez avoir des abonnés, vous pouvez avoir une partie ouverte, une partie pour vos propres salariés. Et comment on peut gérer tout ça? Nous, on arrive à le faire avec l'application et gérer ces différents profils. On n'a pas besoin d'une carte forcément. Je crois que vous l'avez sur la prochaine diapo. Voilà. Je vous invite à avancer pour pas qu'on soit pris par le temps, Hugues. Et donc voilà la plateforme. Donc on fait aussi du e-roaming. Et ça, c'est quelque chose qui est très demandé par les propriétaires. En introduction, Antoine, vous expliquiez qu'il y avait beaucoup, on va dire, de véhicules électriques en première vente qui étaient à destination des entreprises. Donc vous allez avoir des personnes qui ont des véhicules de fonction, qui veulent se recharger, mais qui souhaitent avoir un seul et même débit. Donc ils ont une carte, comme on a des cartes de carburant aujourd'hui, ils ont des cartes de recharge, c'est la même d'ailleurs, c'est la carte recharge électrique, et ils peuvent se charger sur ce type de solution. Donc, Alain, oui, vous aviez? Donc, tu peux faire du roaming, par exemple, à partir de la plateforme Object. Roaming, ça veut dire un autre opérateur, opérateur lambda, peut faire un accord de roaming sur le fait que sa carte va marcher comme la tienne va venir marcher sur son réseau. exactement. Ok. Et ça vaut peut-être pour Rachid aussi, pour poser la question là, sur le roaming. Est-ce que pour vous aussi? C'est une idée qui est très, très importante pour nous. Et puis, nos équipes sont en train de faire le nécessaire pour effectivement Ouais. donner cette possibilité à tous les consommateurs. Alors, nous, on est encore nouveau. Ça fait peut-être 3 mois et demi qu'on est sur le territoire français. Mais c'est l'un de nos objectifs aussi pour la société radio. Oui, ça tend à se généraliser, on peut dire, hein, Hugues. Oui, ça se généralise et puis c'est vraiment tiré par cette demande, on va dire, des utilisateurs, principalement les utilisateurs de véhicules de fonction qui veulent avoir une seule solution de paiement et tout centralisé. Voilà. Donc ça rejoint, je recite Alain, c'est se recharger sans y penser, pas à se dire, tiens, je suis sur quel type de station, qu'est-ce que je vais utiliser comme matériel, est-ce que je peux me charger là? Là, vous ne posez pas de questions, vous arrivez, vous branchez, passez la carte et c'est parti. Puis c'est une vraie performance parce que nous, on est certifié Plug and Charge aussi. On était une des premières boîtes françaises à le faire sur Object et en AC, c'est-à-dire en courant alternatif, c'est pas évident. Alors, à faire. sur le plug and charge, c'est des choses qui arrivent, voilà, parce que ça va passer par le CPL. Donc, c'est des choses qu'on fait déjà chez nous, mais c'est pas encore dans le public. Voilà, Et rentrons ça, pas trop dans les aspects techniques. le plug and charge, Là, pour faire faut pas simple, perdre tout le parce que monde. c'est vraiment quelque chose qui va arriver à l'avenir. En fait, Ouais. on n'utilisera plus tous ces badges. Ouais. Directement, c'est le véhicule qui va communiquer via la prise Ouais. avec le terminal. Je crois que vous avez encore une. Voilà. Oui, par exemple, là, je voulais montrer un exemple de ce qui se fait. C'est la semaine européenne de la mobilité. Ouais. Donc, on est tous à essayer de trouver des solutions. Vous voyez, par exemple, là, le chargeur vélo dont on a parlé tout à l'heure. Dans les réflexions qu'on a avec les services publics, plutôt que de continuer de déployer et d'agrandir la voirie, on essaye de proposer d'autres types de solutions de transport, de combiner voiture et vélo ou d'autres types de transports comme le train ou les tramways. Et l'idée, c'est de pouvoir accueillir dans des parkings des nombres de véhicules, pas tous les véhicules, mais certains, et de leur proposer à partir de là d'autres services et un autre type de déplacement. Donc ça peut très bien être les vélos, et avoir utilisé ces casiers pour que son vélo soit rechargé, avoir ses affaires, son casque par exemple, pas avoir à le ramener à chaque fois, il reste dans le casier, et c'est verrouillé avec la même application. Oui, ça va pas dans le sens de la véhicule électrique toujours, mais là je voulais témoigner à la Banque Postale qui est à côté. Ils sont passés d'un siège où vous avez 400 places de voitures à un siège où ils ont 200 places de vélo. Donc il y a des tendances aussi comme ça de dire aux collaborateurs il faut passer au vélo. Hein. Et je pense que c'est un point important, il faut communiquer là-dessus, voilà, d'essayer d'aller aussi dans ce sens-là. C'est dans le 15e, c'est juste à côté. Ouais. C'est une bonne pratique. Et puis, oui, je voulais dire une dernière chose. Oui, voilà. Ça, c'est la présentation de notre matériel. On a 2 types d'armoires aujourd'hui, des armoires qui s'adressent pour 6 points de charge, d'autres pour 40. On peut intégrer également dans le pilotage, sur cette armoire, sur des installations existantes, on peut prendre la main sur des bornes existantes via les protocoles OCPP.
J'en termine avec ma présentation. Voilà. Et- Je voulais qu'on termine ce tour de présentation et puis on va passer un peu de temps pour les questions. Hein. Donc préparez vos questions, hein, cher public qui est dans la salle. Avec vous, Antoine, qu'on fasse un petit tour d'horizon des aides et subventions qui existent, en tout cas pour déployer les bornes dans l'espace public. Oui, alors je vous rassure, je ne vais pas commenter ligne à ligne et colonne à colonne. C'est tout petit en plus. Mais alors, je rassure Antoine, le public qui est avec nous. Vous recevrez en fin de présentation les présentations en fin de conférence. Pardon, les présentations. Il faudra répondre simplement au questionnaire de satisfaction. Et au-delà de ça, qui est très bien, vous trouverez aussi toutes les informations et même plus sur, on l'a écrit là en plus gros, le site advenir.mobi qui recense toutes les aides et quels sont les critères. Alors, plus que d'aller sur le détail de chaque aide, ce que je voudrais donner en pré-conclusion de ma part, c'est aujourd'hui, que ce soit la recharge privée ou la recharge publique, on est tous d'accord pour dire qu'il est essentiel qu'elle se développe, et je reviens à mon terme, avec un cran d'avance. Ne pas attendre qu'il y ait la file d'attente quelque part ou qu'il y ait des gens mécontents des utilisations. Deuxième point, on l'a vu aussi, il y a énormément d'utilisations possibles et inimaginables selon l'endroit où on est, selon le type d'utilisateurs. Et ces utilisations vont évoluer par rapport à aujourd'hui. Je vous redonne mon chiffre. Attention, aujourd'hui, les 2 millions d'utilisateurs, à peu de choses près, de véhicules à batterie et hybrides rechargeables, ils ont 80%, dans 80% des cas, la solution habitat individuel. 55, or, en France, la population, c'est à peu près moitié-moitié entre l'habitat individuel et l'habitat collectif. En plus, c'est des catégories socio-professionnelles, puisque c'était des véhicules neufs. Des véhicules neufs, vous le savez tous, avec un certain profil d'achat. Je fais ça pour montrer que c'était plutôt vers le haut. Et donc, attention à ne pas calquer exactement les habitudes d'aujourd'hui sur le grand marché de demain. D'où mon importance, qui est de dire il faut bien s'entourer des experts, regarder toutes les solutions et ne pas partir sur un seul exemple ou un seul cas de solution. Donc, les aides, elles sont là pour ça. Je voulais résumer. Les aides, elles sont là pour prendre en compte le fait qu'il faut être un cran en avance. Et donc, il faut décider, que ce soit pour le public ou pour le privé, les gens à s'équiper. Je ne veux pas dire à suréquiper, parce que ça, c'est un mauvais terme, mais à s'équiper, non pas en regardant juste aujourd'hui, tiens, j'ai 2 voitures qui viennent, donc je vais mettre un demi-point de charge, mais en ayant une bonne analyse sur un horizon réaliste. On sait tous, 2050, l'objectif 100% de décarbonation des transports, donc les 40 millions, pardon, les 38,9 seront toutes électriques. Restons sur des horizons de temps qui, pour moi, sont ceux des phases d'investissement. On sait que pour un investissement, vous l'avez tous signalé, c'est quand même long. C'est du genre 2 à 3 ans qu'on fait toutes les études. Eh bien, je pense qu'il faut prendre ce laps de temps-là et réfléchir sur je couvre au moins cette période et si possible, je vais jusqu'à 2030 parce que c'est pas si loin. Voilà ma conclusion. C'est la raison des aides. C'est pas simplement parce qu'on se dit ah ben ça fait bien de donner des subventions. D'abord, ce n'est pas un discours franchement politiquement correct aujourd'hui. Il y a une vraie raison qui est économiquement et au niveau de la décision du dimensionnement et du mix, j'insiste beaucoup sur les deux, les aides sont là pour aider et à aller dans le bon sens. Sur le Grand Est, c'est Climaction, comme on voit dans le Grand Est, il y a un cas particulier d'aide supplémentaire. 4 000 € par point de charge, oui, dans le Grand Est. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Joker. Alors là, non, ça c'est pas du jeu. Tu aurais pu Climaction. prévenir avant pour Je me crois que poser ça la s'appelle question. Climaction, Parce que Je crois que ça, je sais on en a bénéficié un peu. Climaction, c'est quoi, alors ? Climaction, c'est c'est la région en fait qui aide en plus. Ouais. En plus déjà de tout ce que peut faire Advenir, qui aide beaucoup d'ailleurs les opérateurs, mais en plus il y a certaines régions, notamment la région Grand Est, qui avait lancé ça. Voilà. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de collectivités qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que, sans regarder le tableau d'aide, on peut leur dire qu'il y a des aides qui existent quand même pour les collectivités
Tout à fait. En fait, quand on prend les cibles actuelles du programme Advenir, je vous rappelle qu'il est doté en tout d'une enveloppe de 500 millions d'euros. Donc, disons qu'on en est à peu près à la moitié de sa vie aujourd'hui au niveau des engagements. Donc, une des cibles prioritaires qui a été définie pour les années à venir, c'est les collectivités. Les deux autres, c'est pardon, comment on appelle ça? Enfin, c'est la voirie plus que les collectivités. Et les deux autres, c'est la copropriété ou le résidentiel collectif, plus exactement, et le poids lourd. Ah oui, il y a le poids lourd aussi, mais ça, juste, j'en profite pour poser une question du coup sur les poids lourds, parce qu'ils ont besoin de se recharger aussi. On voit qu'il y a de plus en plus toute la chaîne logistique hein, s'équipe en véhicules électriques. Est-ce les bornes que vous déployez, elles fonctionnent aussi pour les poids lourds? Dans les parkings, j'imagine non. Les grands chargeurs des puissances dont a parlé Antoine tout à l'heure, Ouais. entre 180 et 480 kW de puissance, les camions, en fait, les trucks, ils ont 5 fois à 6 fois plus de puissance d'énergie en fait, à charger, mais c'est les mêmes types d'équipements. Il y a le câble change un peu parce que c'est des très grandes puissances, donc ils sont refroidis, etc. Ça fait des équipements très chers. Mais en face, on a quand même des camions qui consomment beaucoup. Ouais. C'est comme le menu enfant ou le menu rugbyman. Ouais. C'est pas le même type de restaurant. Mais voilà. Pardon, oui. Même si ça semble contre-intuitif, les poids lourds dans les parkings, en tout cas, le transport collectif, on a des projets d'expérimentation de gares routières dans un parking qui est en cours de transformation, un projet avec des permis de construire qui vont détruire une partie des niveaux pour pouvoir accueillir des cars de transport qui puissent se recharger quand ils déposent les touristes en centre-ville de Paris. Ah ben voilà, je disais donc du coup une bêtise, il y a des solutions qui arrivent. Et puis vous avez une diapo sur le maillage aussi, je crois Antoine. Hein. Tout à fait. Ça rejoint en fait le point que je donnais tout à l'heure, c'est de bien choisir son mix. Donc on voit ici la fameuse étude dont j'ai parlé, qui est une étude qui ne permet pas, je le souligne, de résoudre le problème d'une communauté et d'une collectivité particulière, hein, mais qui donne, je pense, les orientations génériques à la fois pour les pouvoirs publics ou pour les grands groupes, pour les grands acteurs, et qui donne une manière de faire. Et qui met en évidence les endroits où aujourd'hui on est plutôt sous-équipé par rapport au parc et aussi en matière de répartition, mon mot le mix, de puissance selon les différentes régions. Donc cette étude, vous la trouverez sur le site de l'Aver France. Je pense que c'est sincèrement, l'Aver France ne vend rien. C'est une étude qui permet de mieux comprendre ce que je disais après, dans quel horizon je dois me placer et quelle est la prospective ou l'approche prospective que je dois prendre quand je suis, moi, responsable d'une collectivité. Et là, on a la carte de chaleur. Alors, cette carte, juste pour la laisser, Benjamin, si vous permettez. Donc, on a la carte de chaleur qui représente... Alors, j'avoue que le rouge... oui, je pense que ça doit être. En plus, c'est selon. Alors, à gauche, vous avez en effet la partie faible puissance, donc le AC, et à droite, le DC. Et donc, je pense, sauf erreur de ma part, que le rouge doit être. Je regarde. Puisque l'Île-de-France s'approche du rouge, non? Je vois l'Île-de-France aussi en bleu. Je suis désolé de ne plus savoir si ça va en croissant ou en décroissant. Ceux qui ont une meilleure vue que moi peuvent le mettre, mais Voilà, on peut le zoomer. C'est les densités. Hein. Voilà. Tout le monde va en Bourgogne. Non, c'est le nombre de déploiements à faire par type de puissance et par région. Ouais. Et vous avez après, selon que vous êtes d'une couleur ou l'autre, l'ampleur des travaux à réaliser. Voilà, merci Antoine pour ces précisions. Alors, allez, on va passer, on a un peu de temps encore, on peut passer encore un petit peu de temps ensemble, si vous permettez, chers conférenciers, si vous avez encore quelques minutes à nous accorder, cher public. Vous avez des questions là dans le public? On peut prendre quelques questions là. Voilà, on va faire tourner un micro, peut-être, je vais prendre, on va donner un micro, voilà. Merci. Morgane va s'en occuper, oui. Alexis Ménégos, Keba, fabricant de bornes de recharge. On n'a pas beaucoup parlé de taux d'utilisation des bornes de recharge et pourtant je pense que c'est un sujet qui est quand même assez central. Vous avez dit Antoine qu'il y avait des grosses disparités de tarifs entre AC et DC.
Mais moi, en tant qu'utilisateur, j'observe parfois qu'il y a la queue devant le chargeur DC de Lidl. Et par contre, il n'y a personne au chargeur AC du syndicat d'énergie, sur le parking de la mairie d'une petite commune. Et donc, c'est peut-être là qu'il y a une partie de la réponse. Et je me demandais, alors, à ma connaissance, on n'a pas de statistiques nationales sur la question. Pourtant, je pense que techniquement, on pourrait en avoir, vu que les sessions de charge sont quand même enregistrées, enfin, transitent par le JREV. Donc, j'avais une question peut-être qui est plutôt tournée vers les opérateurs de recharge. Si vous aviez, vous, des statistiques sur le taux d'utilisation de vos bornes, et si oui, est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport aux bornes qui sont déployées, on atteint déjà une rentabilité économique, ou est-ce que vous avez une vision qui est à beaucoup plus long terme en espérant un déploiement massif des véhicules électriques pour atteindre cette rentabilité? Voilà, et donc il y avait 2 questions. Hein. Peut-être avant de laisser en effet ceux qui exploitent répondre, juste, il y a une statistique qui est dans le fameux baromètre ministère et AVER, hein, puisqu'il a 3 composantes. Il a la composante quantité, la composante taux, la composante prix, mais aussi le détail en moyenne, 1 point de charge de mémoire sur le dernier chiffre. Je crois que c'est à 18 sessions par mois. Mais ça, c'est toute puissance confondue et tout type de borne confondue. Si vous le regardez, et ça, c'est pas publié, mais c'est des analyses qu'évidemment on fait pour après orienter les politiques. C'est très clair que quand vous prenez le mois d'août, vous avez de mémoire 60 sessions par mois de 35 kWh en moyenne pendant le mois d'août sur les supérieurs à 150 kW. Si vous allez de l'autre côté, les inférieurs à 7 kW, vous avez pendant le mois d'août une douzaine de sessions par mois pour une charge moyenne qui est celle d'Indigo qui est à 15 ou 16 kWh. Voilà. Donc la statistique existe. Il est notre rôle de la faire de manière globale. Donc, elle est publiée, vous la trouverez sur le site. Il est de notre rôle aussi de l'avoir des analyses plus détaillées pour savoir où il faut orienter ou pas. Et je regarde fixement quelqu'un dans la salle. Et puis, après, il est du rôle de chaque opérateur d'analyser ses propres données et à partir de là, de voir comment il doit opérer. Voilà, sur les statistiques, là, des précisions, oui. Allez-y, oui. Pardon, oui. Juste pour compléter, effectivement, on a bien entendu des statistiques. Elles sont assez différentes en fonction des typologies de parking, même des typologies de villes, des hypercentres, des villes de périphérie, de banlieue, l'Île-de-France, la province, les métropoles. Aujourd'hui, une borne de recharge chez Indigo réalise une session tous les 5 jours. On est très très loin d'une saturation de nos stations de recharge, d'où effectivement l'ambition facilement atteinte de disposer toujours d'un point de charge disponible quand vous vous garez chez Indigo. Et donc effectivement les perspectives de rentabilité sont plutôt sur du long terme et effectivement l'adoption du véhicule électrique amènera d'autant plus de clients à fréquenter les parkings. Aujourd'hui, on fait à peu près 90 millions de sessions de stationnement par an chez Indigo, quand on fait 300 000 sessions de recharge par an à peu près. Donc quand on explique que les contraintes réglementaires ne nous permettent pas d'atteindre les seuils exigés par la loi d'orientation des mobilités, on a déjà une offre qui est bien au-delà de ce que les consommateurs souhaitent utiliser. Du côté de station, ce que je peux dire, c'est qu'il y a 2 types de stations. Il y a la station type le grand hub qu'on peut voir sur une autoroute ou même en France, qui sont des stations qui coûtent en investissement un demi-million d'euros. Derrière, on vend toujours des centimes, hein. C'est pour ça que c'est un petit peu plus cher. Donc, ça nécessite d'avoir beaucoup de sessions pour avoir une rentabilité. Nous, Station E, on s'est placé plutôt sur le fait qu'on ait besoin de entre 24 et 50 kilos. Donc, on prend ce qu'on appelle un point de livraison qui est très rapide, sans renforcement de réseau, qui permet d'aller déployer, par exemple, à Meaux. L'année dernière, le maire nous a signé une AOT pour une vingtaine de stations. On les a faites en 4 mois. Et en fait, on est passé de quelques sessions à aujourd'hui, on doit être à 1500 sessions par mois sur une vingtaine de stations, une station étant avec un chargeur. Nous, on parle aussi en termes de pourcentage d'occupation du réseau. En permanence, aujourd'hui, notre réseau Station E est occupé à peu près à 14%, je l'appelle dans la journée, entre 7h du matin et 23h. Donc ça veut dire qu'il y a de la place encore pour y aller. Et notre objectif étant de mettre d'abord 2 points de charge, un DC et un AC. En gros, c'est 1 tiers de charge sur l'AC et 2 tiers de charge sur le DC. C'est 1 tiers de tiers en utilisation.
un peu plus long sur l'AC, parce que c'est souvent l'hybride qui vient avec sa capacité qui est un peu plus petite et la DC évidemment qui est un peu plus rapide, avec environ 56 minutes de temps d'arrêt moyen chez nous. Et puis, dès qu'on atteint sur chaque station 30% d'occupation dans la journée, eh bien, on va y rajouter des points de charge à côté pour éviter de saturer. C'est comme à la caisse dans les magasins, on rajoute des gens pour pouvoir faire passer les clients. Voilà. Vous estimez que la limite, voilà, c'est 30%. À 30%, on peut avoir des Oui, parce que phénomènes c'est comme dans le train quand on prend le Ouais. matin, il y a des horaires c'est l'horreur. Moi, ce matin, dans le métro, c'était l'horreur. Donc, en fait, 30%, ça veut quand même dire qu'il y a deux grandes périodes. Je pense qu'il y a le matin vers 9h et quelques, et puis l'après-midi vers 16-17h. On a des courbes comme ça qui montrent que c'est surtout là que les gens viennent se charger. Mais si on dit on attend 70%, en réalité, il y a des gens qui viennent se casser les dents sur le fait qu'il n'y ait pas assez de chargeurs au moment où ils aimeraient bien le faire. Donc, 30% pour nous, c'est la bonne, démarche. Et sur chaque station, on peut les mettre jusqu'à 8 points de charge. Exceptionnellement 16, mais disons qu'on préfère à l'euro investi, aujourd'hui, économiquement, c'est très très compliqué d'avoir investi dans un hub de 500 000 euros avec, il faut, par rapport à une station qui vaut 20 fois moins, on n'arrive pas à faire 20 fois plus de charges en permanence sur ces grands. Donc c'est pour ça qu'on a hâte que les voitures se vendent plus, que les prix baissent, pour qu'effectivement la masse de population qui y a accès pourra venir sur ces stations. Aujourd'hui, c'est limité aux 2 millions d'utilisateurs. Juste avant de vous donner la parole, Antoine, je voulais poser la question aux bornes. Toutes les bornes, elles comptabilisent ces données en termes de taux d'utilisation, Rachid et... Alors, nous on est distributeurs et vendeurs, donc on n'a pas la main mise sur ce genre de statistiques. Oui, mais elles ont la techno qui permet... Elles ont la techno, elles sont connectées. Donc après, quand un client achète nos bornes, elles sont connectées et effectivement, il a le suivi de toutes les bornes qu'il a achetées. Ouais. Mais nous, en tant que fournisseur, quand on vend, on n'a pas, Vous n'avez pas les chiffres. on n'a pas les chiffres. Par contre, on a les chiffres des ventes. Mais voilà. Ouais. J'ajoute une chose, c'est que nous, en moyenne, une session, quand quelqu'un vient, il va se charger environ 20 kWh. C'est une quantité. Et on a constaté, ça vient d'un syndicat d'énergie d'Île-de-France, qui est la Seine-et-Marne, le SDESM, en fait, qui a fait une étude aussi de son côté. Donc, eux, ils sont très dans les grandes villes, comme à Meaux, par exemple, ou ailleurs. Et ils ont constaté que les charges très rapides, la session moyenne, alors on ne parle pas de l'autoroute, tout à l'heure, on parlait de l'été, sur lequel il peut y avoir plus de charges, mais la moyenne, c'est 24 kWh, 24 à 25. Et donc, la différence entre l'ultra rapide et la station plus standard, la station moyenne puissance, elle est que de 4 à 5 kWh. Mais l'investissement à faire pour avoir ces chargeurs très haute puissance par rapport aux chargeurs qui ont moyenne puissance, eh bien c'est très compliqué si jamais on n'est pas au bon endroit. C'est là que l'endroit est comme très important à étudier avant de faire cet investissement. Hugues, pour répondre sur la borne, la techno de la borne aussi. Donc oui, bien sûr, on remonte toutes ces informations. On a un dashboard qui permet de suivre de manière statistique ces éléments. C'est des choses qu'on transmet aussi à nos clients et sur lesquels on peut les aider justement pour peut-être mieux utiliser cette énergie. Ouais. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est d'envisager les bonnes pratiques d'utilisation. Donc comme je l'ai expliqué, nous, on n'est pas dans un objectif, on va dire, de débrancher un véhicule qui a fini de charger et de le déplacer pour en mettre un autre. On préfère multiplier ces prises-là, mais aussi ça va être de charger au bon moment. En fait, les véhicules, ils arrivent le matin, se chargent, et tout le monde tire sur le réseau à 9h, là où il n'y a pas la puissance et où l'électricité coûte très cher. On a deux gros pics dans la journée, c'est 9h du matin et 19h, 20h le soir. C'est les deux gros appels sur le réseau. Et on n'a pas de puissance forcément disponible, et on paye très cher à ce moment-là. Donc il y a un intérêt à décaler la recharge. On a largement le temps. En fait, les véhicules arrivent le matin, il y a 15 kWh à charger, on aura largement le temps de le faire. Peut-être même que ce qu'il faut faire, c'est quand ils arrivent, on les décharge pour soulager le réseau. Et puis plus tard, quand le photovoltaïque est disponible, et où l'énergie est très souvent en ce moment... à l'heure de midi, l'énergie, elle est négative. Le prix de l'électricité est négatif. Ouais. Donc Là, vous parlez du véhicule tout exactement. C'est-à-dire Ce qui arrive, c'est... Ouais. Mais pour faire ça, il faut savoir quel est l'état de charge de la batterie. Ouais. Et ça, c'est des informations qui, aujourd'hui, ne sont pas encore forcément données par les véhicules, mais qui arrivent. On va généraliser ces informations-là et on pourra faire ces charges bidirectionnelles, ces véhicules to grid, et soulager le réseau, charger au bon moment. Et là, ça va devenir vraiment malin.
Oui, on disait, Antoine, donc il y a la quantité d'énergie, c'est ce que disait Alain, qui est chargée sur les bornes d'essai. C'est pas si important par rapport aux bornes de moindre puissance, mais aussi il faut les installer, c'est ce que vous disiez, parce qu'il y a un plan de développement et à un moment on va en avoir besoin. Oui, juste avant de répondre à cette question, un petit point encore de précision sur la partie suivi statistique. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre taux de disponibilité, donc technique des bornes, et on va le faire évoluer parce que vu du côté utilisateur, ce qui est important, c'est j'arrive devant une station, est-ce que j'ai un point de charge disponible ou pas? Pour l'utilisateur, qu'il soit occupé ou en panne, c'est exactement pareil. Ce qu'il veut, c'est qu'il y en ait un. Donc, normalement, très rapidement, vous aurez le nouvel indicateur que nous publierons qui dira quelle est ma probabilité sur le mois passé. J'arrive devant une station, quelle est ma probabilité de trouver dans les 5 minutes un point de charge disponible. 5 minutes, c'est parce que quand vous arrivez devant une pompe à essence, il peut quand même arriver que vous patientez aussi un peu. Donc voilà, ça c'est déjà une réponse et on cumulera bien disponibilité et technique et disponibilité pratique. Après, sur les différentes charges, en effet, je crois que j'allais dire, le bon sens, c'est de dire les faibles puissances, finalement, elles me servent à certains moments, notamment en temps masqué, donc je peux les laisser longtemps. La forte puissance, j'en ai besoin, la très forte puissance plus exactement, il y a une petite distinction à faire. La très forte puissance, j'en ai besoin sur l'autoroute quand je veux faire l'arrêt moyen sur une autoroute d'après les sociétés. C'est pour un thermique 22 minutes d'arrêt moyen. Alors il y a toujours celui qui fait comme au Grand Prix de Formule 1, l'entrée dans la stand, sortie dans les stands, mais c'est une très petite minorité. Donc l'arrêt moyen, c'est 22 minutes. Quand vous regardez les voitures actuelles qui sortent et que vous prenez les chiffres qui sont donnés, donc en moyenne, on recharge 30 kWh en 20 minutes. J'avais même une personne qui m'a écrit en disant c'est beaucoup plus pratique qu'avec ma voiture essence que j'avais avant parce que j'étais obligé de passer de la pompe à essence à la cafétéria. Là, j'ai même plus besoin puisque je branche ma voiture et après, je rejoins. Donc, on est bien dans une utilisation typique. Puis après, j'ai l'utilisation sur l'autoroute de la famille qui s'arrêtera 1 heure. Donc, c'est une autre puissance. Et puis après, j'ai l'utilisation temps masqué. À la fin, on se retrouve, je vous redonne les 3 chiffres, hein, c'est la charge moyenne 30 kWh sur une très rapide d'autoroute, 25 kWh par session en moyenne sur une moyennement rapide et 16 kWh ou 15 kWh sur une lente. Voilà. Oui, Hugues. Je veux rapporter également une vision. On m'a fait la remarque, une fois un client, il m'a dit moi, quand je roule avec ma voiture thermique, c'est pas parce que je vois une station service que je m'arrête pour faire le plein. Et ben, quand on roule en voiture électrique, surtout si on n'a pas une grosse batterie, encore plus un plug-in hybride, ben, dès qu'on a la possibilité de recharger, ben, on le fait. Effectivement, le faire dans les temps masqués, ça c'est important. Et du coup, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, dans les parkings, vous êtes limité à 150 kW. Donc de mettre un gros chargeur à 150 kW, en mettre 20 qui font 7,4 ou 40 qui font 3,6, bah, vous offrez une possibilité à tous ces gens-là de se charger, encore une fois, parce que c'est disponible et que c'est facile. Et ils n'iraient pas sur un chargeur à 150 kW parce qu'ils n'ont pas ils vont charger de toute façon, leur chargeur est limité, ils n'ont pas ces puissances-là, mais ils ont besoin de charger souvent. Et aujourd'hui, je pense que si on faisait les statistiques, ça serait intéressant à regarder sur les plug-in hybrides. Il y en a beaucoup qui roulent à l'essence parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se charger suffisamment. Mais sur l'hybride, ça ne charge pas. À part, il y a une, sans faire de marque allemande, il y en a une qui charge très vite en hybride. Mais sinon, le convertisseur dans la voiture, il est de 3 kg. Et donc, de toute façon, on ne viendra pas sur un chargeur rapide. Hein, d'autres questions là dans le public Vous avez une question encore? Une fois, 2 fois? Non? Allez, j'ai une question de Vincent que j'ai pas compris, mais vous allez peut-être la comprendre. Mais comme il la pose plusieurs fois, donc je me dis il faut que je la pose. Pour quand les chargeurs embarqués réversibles? Est-ce que vous comprenez ce que c'est? C'est le véhicule to grid. Alors voilà, donc la question c'était pour quand? Ça existe déjà. Vous avez plusieurs véhicules qui sont capables de le faire. Ouais. Et ça se généralise. Là, dans 2 ans, il n'y a pas un seul véhicule qui sort sur le marché sans. Ouais.
Mais est-ce que l'usage qui sera fait, est-ce qu'on va réellement s'en servir, hein, au-delà de la techno qui soit disponible? Après, il faut aussi les stations, Ouais. les bornes qui permettent de le faire. Donc, c'est Ouais. de nouveaux équipements, parce que là, il faut de la communication avec le véhicule, connaître l'état de charge, et puis c'est d'autres infrastructures. Il y a le réseau aussi. Si je peux permettre- Alors, la technologie, elle existe. Là, mes cheveux blancs parlent depuis 13 ans. Un constructeur japonais pionnier alimentait son centre d'études à Atsugi avec ses voitures connectées pendant la journée. Donc la technologie, elle existe. Après, en effet, c'est est-ce que j'ai derrière le marché et quel intérêt? Alors, on parle de véhicule to grid, on pourrait parler de véhicule to home ou de véhicule to building. Là, ça peut prendre plus de sens. Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est pour certains particuliers parce qu'ils sont dans une certaine configuration d'habitat? Est-ce que c'est pour des entreprises? Je ne veux pas citer d'exemple précis, mais on connaîtra des voitures qui peuvent être jaunes plutôt, qui arrivent à 18 heures à leur point de stationnement, qui ne sont pas complètement déchargées, où il leur reste en moyenne 30%. Là, on peut en effet imaginer qu'on va aller rechercher, que ça va être l'intérêt de tout le monde, de l'entreprise, d'aller dans un premier temps se mettre à disposition du réseau pour le fameux pic de 18-20 heures, puis après de recharger ses voitures parce qu'ils ont le temps. Le même monsieur reprendra sa voiture et sa sacoche que le lendemain matin à 7 heures. Allez-y. Pardon, oui. Ouais. Nous, au niveau d'Indigo, c'est une technologie qu'on regarde de très très près. Techniquement, c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a des pics de consommation et on peut accompagner les fournisseurs d'électricité en lissant un petit peu ces pics de consommation. La clé dans un profil parking public va être l'accord de l'utilisateur, l'accord du propriétaire de la batterie et la capacité d'interface qu'on aura avec lui pour qu'il puisse nous communiquer l'heure à laquelle il souhaite récupérer son véhicule. La promesse étant de pouvoir lui restituer le véhicule au minimum avec autant de batterie que quand il nous l'a Ah confié. oui, ça, il y a quand même un petit enjeu là, de ne pas vider complètement la batterie de la voiture. Moi, je pense quelque part, avec ce système, on augmente la charge mentale parce qu'il faut effectivement préciser quand est-ce qu'on repart, etc. Moi, j'ai un monde des télécommunications et à un moment donné, on parlait des small cells. Donc, on essayait de piloter tout un tas de petits équipements partout. Le véhicule to home, c'est vrai que c'est intéressant parce que plutôt que de piloter, par exemple, la voiture sur le réseau de la mettant sur le réseau public, on pourrait imaginer que quelqu'un qui a sa maison, on lui dit on vous coupe l'énergie de temps en temps et vous excusez une voiture électrique, elle reprendra le relais le temps qu'on vous remette de l'énergie. Donc plutôt piloter les arrivées d'énergie vers les habitations et puis avoir un véhicule qui prend le relais immédiatement pour pouvoir continuer à utiliser ça, plutôt que de piloter la voiture directement sur un réseau externe. Parce qu'en termes de data, en tout cas en termes de processing, ça sera extrêmement gourmand en énergie pour pouvoir faire ça. Et dans la chaîne de valeur, tous les coûts, les logiciels, la vente des produits spécifiques avec cette fonctionnalité. Et à la fin, j'avais demandé à un constructeur il y a 3-4 ans, on était à la Creux, en disant quel est l'intérêt pour quelqu'un de dire on va prendre de l'énergie chez moi et on va me payer pour ça. C'était par an 47 €. Donc on trouvait que pour quelqu'un qui se dit on va prendre de l'énergie dans ma voiture et je vais avoir 47 € de revenus par an, il n'y a peut-être pas forcément l'intérêt économique de le faire. En revanche, techniquement, faire du véhicule to home ou véhicule to building, je trouve ça très intéressant. Dernière question. Là, une personne qui pose des questions sur les innovations, c'est plug and charge, roaming, véhicule to grid. Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent sur les bandes, sur les technos, en termes de recharge? Il y a d'autres choses? Oui, c'est des choses qui effectivement existent déjà. Alors, plug and charge, on en parlait tout à l'heure, les véhicules vont pouvoir communiquer. Il faut un nouveau protocole de communication qui semble se généraliser aujourd'hui vers le CPL. Donc, c'est les courants porteurs en ligne, comme on a pour sa borne Wi-Fi chez soi. Mais ce n'est pas la seule technologie. Voilà, donc ça, c'est, comme on le disait, brancher votre véhicule. C'est votre véhicule qui va s'identifier à la borne, qui va confirmer les moyens de paiement et qui va charger ce dont il a besoin. Vous pouvez même le paramétrer, lui dire voilà, tu ne charges que jusqu'à 80%. Et ça, effectivement, c'est des choses qui arrivent et qui arrivent très vite. Ouais. E-roaming, ça existe déjà. Vous le faites, voilà, ils nous le proposent. Il y a 2 grosses plateformes qui ont une liste d'acteurs, d'opérateurs qui fonctionnent avec ça. Et donc après, ça permet effectivement d'aller, comme expliquait Alain,
comme vous voyagez avec votre téléphone, vous passez les frontières, vous changez d'opérateur sans vous en rendre compte. Il y a des accords qui sont faits et on passe par ces plateformes-là. Ouais. Ça fonctionne. Il y a un réseau qui le fait déjà, Ionity, pour ne pas le citer. Ionity est déjà plug and charge. Nous-mêmes, avec Station E, on a des certifiés Object sur le plug and charge et sur une marque française qu'on a connectée. Et en fait, il faut plus, pour regarder un tout petit peu plus loin, c'est que quand on achètera une voiture, en fait, on n'aura plus le badge, mais on aura dans la voiture peut-être 10 fournisseurs d'énergie, si je peux dire ça comme ça. Et la voiture, quand elle ira sur le réseau, elle utilisera celui-là qui sera le moins cher pour pouvoir se connecter sans vraiment que vous vous rendiez compte de rien. Vous branchez votre voiture, vous allez acheter votre poisson, comme je disais tout à l'heure, vous revenez, la voiture s'est chargée et vous êtes facturé après. Richard, une dernière question. Rachid, pardon. Une dernière question, c'est quand un opérateur chinois investit le marché français, c'est quoi l'ambition en termes de nombre de bornes? Vous dites en France. Alors, on ne réfléchit pas en termes de business juste en France, mais en Europe. Aujourd'hui, l'objectif de la société Radian, c'est que oui, parce que le marché est européen, finalement. Il faut aussi la personne. Exact. On est connecté entre tous les pays. Et l'objectif aujourd'hui de la société Radian, c'est que d'ici l'horizon 2030, on ait au moins 250 000 bornes vendues. Ah oui, voilà. Donc on voit l'ambition, parce qu'effectivement, une personne peut sortir de la France, et donc il faut qu'il puisse se recharger de la même manière en Italie, en Allemagne. Et ça, j'imagine, Antoine, vous travaillez aussi là-dessus. On a mentionné les plateformes de roaming, les deux qui existent en Europe. L'une est allemande, l'autre est française. Donc, de toute manière, une borne publique a pour obligation d'être connectée. Soit l'entreprise qui le fait dit moi je m'en occupe tout seul, soit dans l'immense majorité des cas, il passe par une de ces deux plateformes qui dépasse évidemment l'hexagone. Le roaming, c'est comme pour le téléphone finalement. Vous passez comme ça avec votre ou vos cartes et demain avec votre voiture, elle ne verra pas à la limite si elle est en Italie, si elle est en France. Donc le roaming pour moi c'est déjà une réalité et bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Voilà, on peut applaudir les conférenciers pour cette conférence. Pour vous dire, tiens, d'ailleurs, il y a une petite expo. On a mis en place une expo sur le vélo pour vous, Hugues. Pas que, puisque c'est avec l'ADEME qu'on a mis en place une expo sur le vélo pour accompagner les particuliers à la transition vers le vélo. C'est complémentaire des autres systèmes. Et là, on parle, c'est quoi les bienfaits individuels et collectifs, les éléments de sécurité. Mais d'ailleurs, je peux vous demander, est-ce que vous savez combien il y a de morts à Paris? Alors, voilà, je finis avec quelque chose de gai. Combien il y a de morts à Paris par an à vélo? Parce que par rapport à la voiture, vous avez un chiffre? Une idée? 500? Voilà, 500. C'est à peu près 1. Voilà, c'est pour vous donner l'ordre de grandeur. Donc il y a très peu l'accidentologie à vélo. Et même s'il y a beaucoup de vélos, c'est très faible. On voit les vélos qui se croisent, les piétons. Mais finalement, c'est pas des accidents graves qui arrivent parce que finalement, l'énergie déployée est assez faible. C'est pas une voiture qui fait une tonne 5 ou, qui déboule. Donc, je vous conseille à aller à consulter cette expo sur le vélo. Ensuite, vous allez recevoir en fin de conférence, là, d'ici quelques minutes, le questionnaire de satisfaction. Donc, je vous encourage à y répondre. En contrepartie, on vous envoie les présentations. Et puis, les conférences du trimestre, voilà, Morgane, il reste encore 2 conférences pour ce trimestre.